Et bah du coup, alors attends, je récupère le petit canal texte qu'on avait mis fait pour l'occasion, justement, parce qu'il y en avait qui avaient déjà des questions, et même ça va pouvoir lancer un peu les discussions. Tac, 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 tac. Ah, mais c'est toi qui as posé les premières questions, Mathieu, était là déjà. Oui. Et alors, vas-y, assume. Moi, je vais pas poser toutes mes questions d'un coup. En fait, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a des gens. Moi, je suis tout nouveau dans l'univers des jeux de société, mais j'ai l'impression que vous vous connaissez déjà un peu tous. Pas de ouf, c'est juste Hervé, on s'est croisés sur. Moi, je stream, je parle de mon boulot sur Twitch. Ouais. Et Hervé est régulièrement là, donc on a papoté dans ce cadre-là. Puis après, comme j'échange assez facilement avec les gens quand ils ont des questions sur comment on fait des jeux, les protos, etc., on y reviendra éventuellement, mais c'est important pour moi qu'il y ait une belle solidarité entre les auteurs et les autrices. Du coup, dans ce cadre-là, on a un peu papoté sur Twitter, mais à part ça, je connais pas grand monde. Je me suis pas dit en arrivant dans le groupe, oh bah voilà, moi je connais tout le monde, ça Allez. sert à rien, je vais répondre à des La questions. fête, on est à la maison, là. Ouais, Ah non, non, moi, mais du coup, c'était plus pour avoir des questions un peu sur toi, général, pour un peu mieux te connaître pour commencer. Je peux genre me présenter si vous voulez. Je peux faire Oui, ça. genre te présenter. Je C'est peux ça. faire ça. Ça peut Comme on être dit. une bonne introduction, un bon début. Euh, du coup, je m'appelle Théo Rivière, j'ai Bonjour 30 ans, Théo. j'habite à Bruxelles, en Belgique, depuis 6 ans maintenant. J'ai toujours bossé dans le milieu du jeu. Mon premier boulot, ça a été de bosser pour des éditeurs. J'ai fait un demi-master en littérature comparée qui donne pas trop de travail à la fin. Et quand j'étais en fin de mon demi-master à me dire ouh là là, je vais faire quoi comme travail, j'ai postulé chez Yellow, chez qui j'ai été pris. Donc j'ai bossé pendant 2 ans chez Yellow, 1 an à peu près en responsable du SAV des événements et un peu de gestion de projet, et 1 an que en gestion de projet. Après, je suis parti de chez Yellow, j'ai bossé pendant 4 mois chez Yoka Baitsume, qui cherchait un développeur et donc plus sur une notion de faire du game design en interne. Et puis pendant ma période d'essai, j'ai été contacté par RepoProd qui m'a proposé de bosser avec eux. C'était un peu le boss de fin de niveau pour moi, j'avais trop envie de bosser avec eux, donc je suis parti à Bruxelles et je travaillé avec eux pendant 2 ans aussi. Et je suis parti de chez Repo il y a 3 ans maintenant. J'y reviens parce que c'est le truc en parallèle, mais en parallèle, j'ai créé quelques jeux pendant que j'étais, avant de bosser pour Yellow, pendant que j'étais chez Yellow et puis pendant que j'étais chez Repo aussi. Et puis je suis parti il y a 3 ans, à la fois pour être auteur à temps plein, et en même temps, on a monté la team Kaedama avec Antoine Boza, Corentin Lebras et Ludovic Maublanc, qui est un groupement à 4 où on accompagne les éditeurs qui sont bloqués sur le développement des jeux, et on répond à des commandes de jeux, genre on a fait les 2 bons exemples parce qu'ils sont chacun de l'autre côté du spectre. On a fait un jeu de formation pour les commerciaux de Royal Canin sur l'apport en micro et macronutriments dans l'alimentation des chiens et des chats. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est fabuleux. On veut le Et, voir. On veut le voir. Je veux voir. on n'a même pas d'image, on n'a même pas de boîte. On leur a demandé ils en ont produit une dizaine, je pense. C'était vraiment que pour les formations. On leur a dit, si vous voulez faire une boîte de plus, et comme ça, nous, on en a une pour le plaisir de le garder. Mais ils l'ont pas fait. Et de l'autre côté du spectre, toujours sur de la commande, l'an dernier, on a sorti un jeu Naruto qu'on a fait à partir de la licence parce que Non Panic Games nous a contacté en disant bon, on a la licence Naruto, ça vous dit? On a fait ouais, grave, on aime bien Naruto, ce type art, et puis on a fait un jeu pour rentrer dedans. Et bam. Et en parallèle, du coup, j'ai fait mon premier jeu est sorti en 2014, qui s'appelle Shinobi Wata chez Purple Brain, qui est plus édité, plus trop trouvable, qui n'a pas très bien marché pour le coup. Mon deuxième en 2015, et puis après, ça a commencé, je pense, 2016, c'est le moment où je commence à m'y mettre un peu plus activement. Ça passe de temps en temps, j'ai une idée, je bosse un peu dessus, je vais consacrer au moins 1 à 2 heures par soir en rentrant du boulot pour essayer d'avancer dessus, bosser les week-ends. Et aujourd'hui, j'ai sorti 26-7 jeux, je crois. Je ne sais plus exactement. Je peux regarder, j'ai un tableau récapitulatif que je peux regarder après. J'en ai quelques autres qui arrivent. Celui le plus connu et celui qui a le mieux marché étant Draftosaurus, qu'on a fait à 4 avec la team, qui est mon petit succès, on va dire. Ah, il est cool ce jeu, je veux dire. Enfin, moi, je sais que je l'ai offert l'année dernière, par exemple. On est plutôt content pour le coup. Ça se passe bien ça s'est bien passé avec Ankama et ça se passe toujours bien. C'est peut-être moi qui. Ah non, c'est pas moi qui ai merdé. J'aurais pu. Mon micro se déconnecte des fois. Mon câble est un peu fragile et je le tripote dans un réflexe de gêne. Alors des fois, je me déconnecte tout ça. Je vais compter comme ça, j'aurai un vrai chiffre. Et puis.
Ok. Moi, je me sens pas j'avoue, de balancer toutes les questions d'un coup. J'aimerais bien qu'il y ait un peu d'autres personnes qui popent en même temps, même si je les ai dites T'inquiète, toutes. on a un chauffeur de salle pour ça. Du coup, Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Attendez. Il y a ma connexion Internet qui commence à râler un Ah, ça petit y est, peu ça là. ça commence. Le live maudit. Ça marche plus du tout. Ça marche vachement bien, ça marche plus du tout. Putain. Nous, on t'entend encore hein, pour le coup, donc Ouais, c'est. t'entends. Ah, c'est cool. Je crois que je vous ai récupéré. Nous, on t'entend bien. La qualité se dégrade. Ouais, J'entends. Bon, heureusement que c'est celui qui est en fibre qui Non, enregistre. j'entends H. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pas trop fibre. Je suis dans les Vosges, là. Aïe, aïe. C'est le risque. Et Pardon, du coup, j'ai été absent pendant. ok. Bon bah du coup j'enchaîne un peu, mais en fait là ça a bien présenté ton parcours et tout, donc moi ma première question c'était un peu comment tout a commencé, mais du coup tu l'as expliqué, enfin tu baignes dedans depuis toujours quoi, et tu as toujours fait des protos et toujours fait des jeux de ce que je comprends, mais Ouais, du coup Au départ, j'ai été testeur aussi chez Libellude, la maison d'édition qui est à Poitiers. Quand j'étais étudiant, ils cherchaient souvent des testeurs, donc j'ai traîné un peu en étudiant de fac de lettres, j'avais du temps, et c'est vraiment de tester des protos des autres qui m'ont fait me dire putain, mais ça a l'air bien de faire des jeux, je vais essayer un peu quand même. ouais, Ça, le vrai point de départ pour le coup. ok, Mais du coup, tu joues depuis tout petit, du coup. Je joue depuis tout petit, même si en fait je me suis rendu compte à un moment que j'ai pas du tout joué en famille, et j'ai compris à un moment que c'était assez particulier parce que mes parents ont jamais joué avec moi pour le coup. Vraiment, il y avait un côté de le jeu de société, c'est un truc que je faisais avec ma grande sœur. J'ai une grande sœur et on jouait tous les deux pas mal, mais c'est un peu tout. Et après, par contre, quand je suis rentré au collège, je suis tombé dans Magic l'Assemblée, le jeu des combats sorciers, de combats magiques, Le de cartes piège, incroyable. le traquenard. Et du coup, ça a beaucoup, ça a été ma première casquette de joueur. C'était vraiment Magic pendant tout le collège et pas mal de lycée, et puis une partie de la fac aussi en fait. Et après le jeu de société contemporain, je suis vraiment tombé dessus quand je me suis installé dans mon premier appart, donc à 18 ans, ou en traînant dans la boutique de jeux pour acheter des cartes Magic. Le vendeur m'a un peu dit mais attends, vas-y, joue à Seven Wonders, tu vas voir, c'est pas mal aussi. Et là, la grosse J'ai fait, claque. oh là là, mais ils ont l'air bien en fait, ces jeux de société modernes. Je joue à tout quoi. Et c'est là où je suis vraiment tombé dedans. Et après, là, à ce moment-là, j'ai plus trop lâché en tant que joueur. Et parfois, je sais pas si c'est déjà une question et que je l'anticipe, si c'est le cas, désolé. Mais même maintenant, une dizaine d'années plus tard, je suis vraiment pas blasé. Et de créer des jeux, ça me donne pas moins envie de jouer. Il y a un bout de ma ludothèque derrière, vous voyez qu'elle est assez chargée et bordélique. Ouais, Et j'ai vraiment plaisir à jouer tout le temps, toujours, à toutes sortes de jeux. Ton jeu du moment, c'est quoi du coup? Bon, dernièrement, le tout dernier auquel j'ai joué et que j'ai découvert, c'est Botanique, dans la gamme de joueurs chez Space Cowboy. C'est tout récent, ça, non? Ouais, qui est sorti là, il y a une semaine et demie, je pense, Okay. ou deux, et qui est vraiment très très chouette. Autrement, mon jeu de ce début d'année, c'est vraiment la saison 0 de Pandemic Legacy, que j'ai vraiment adoré, mais qu'on a fini, du coup, je peux plus y jouer. Donc, c'est plus mon jeu du moment, mais c'est un peu fini que ça soit mon jeu du moment. La tristesse des Legacy. Un peu, ouais. Ouais, c'est comme ça. Hein. Et du coup, ouais, l'aspect création, c'est. Enfin, c'est sorti comment? C'est un besoin de sortir quelque chose? C'est que tu trouvais pas satisfaction dans les jeux que tu joues? Ça venait d'où ça? C'est une bonne question. Je sais pas trop. Le vrai point de départ, il a l'air un peu prétentieux. Pas tant que ça au final. C'est quand j'étais testeur chez Libellude, j'ai joué à des trucs vraiment pas très bien. Et à un moment, ça m'a un peu décoincé de me dire attends, mais Libellude, c'est un super éditeur. Les gens, ils osent leur envoyer des protos que moi, vraiment, j'ai joué. Il y a des trucs qui marchaient pas, quoi. C'était vraiment nul. Ça veut dire que moi aussi, je peux faire mon proto nul. Et donc, à un moment, ça m'a débloqué en disant j'y vais, en fait, quoi. Même si mon jeu, il est pas bien, je vais en faire un truc. Et vraiment, je me souviens vraiment avoir ce déclic de me dire en fait, j'ai le droit, en fait. C'est comme si on m'avait donné la permission de faire un truc pas ouf parce que j'avais joué un truc pas terrible. Donc, c'est ça qui m'a un peu déclenché. Et après, t'avais pas réfléchi avant? Ouais, avant, je sais pas, je pense que je fais partie de ces gens qui avaient même pas parfaitement conceptualisé qu'il y avait des auteurs, des autrices derrière les jeux, quoi. Il y avait un côté de ouais, je joue, c'est bien, j'aime bien les jeux, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait derrière? Je sais pas trop. Est-ce que c'est pas une équipe? Est-ce que c'est comme les jeux vidéo, plein de gens, etc. J'avais vraiment pas de vision de la manière dont ça se passait. Et donc, ça m'a vraiment donné ce déclic. Après, et tous mes premiers protos, je les faisais vraiment pour le plaisir de me dire je fais des jeux sans forcément penser les envoyer à des éditeurs. Juste, je fais les trucs, on joue avec mes potes et puis on se marre et puis c'est génial, quoi. Tu te souviens ce que c'est le premier truc que t'as fait après ce déclic?
Pardon, j'ai pas entendu. Le premier truc que tu as fait après ce déclic, justement, le premier jeu, le premier, Le premier proto. le tout premier. C'était un bon cliché de de premier proto, je pense, parce que c'était un gros plateau, c'était un jeu asymétrique avec des cartes à effet. Le pitch de départ que j'aime toujours bien, c'était on jouait des super-héros et des super-vilains, c'était à rôle caché, et chaque joueur et chaque joueuse avait à la fois un super-héros et un super-vilain sur le plateau, mais on savait pas si t'étais gentil ou méchant. Et derrière, bah, c'était là où c'était un cliché, c'est que bon, il y avait ce côté, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Donc il y avait des cartes événements, des cartes actions, il y avait genre 8 lieux, La chaque totale. lieu avait une règle spéciale, chaque personnage avait un pouvoir. Vraiment, c'était lourdingue de lourdingue. J'ai fait une partie qui a dû durer 2 heures et demie, on n'est pas allé au bout. Et là, je me suis dit, ah ok, c'est vraiment pas bien, mais j'ai appris plein de trucs et je l'ai vraiment bazardé très très vite pour le coup. Il est parti assez vite à la poubelle. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que Shinobi Wata, qui est mon premier jeu édité, je pense que ça devait être mon 3 ou 4e proto. J'ai dû faire 2 autres protos, dont un classique jeu d'observation rapidité pas original au milieu, quoi. Mais j'ai fait des trucs pas terribles et Shinobi a trouvé la porte de l'édition assez facilement et assez rapidement, alors que clairement j'étais très très peu expérimenté et j'ai fait beaucoup d'erreurs sur ce jeu-là aussi, quoi. Je m'en suis rendu compte après, a posteriori, en le réanalysant. Si je devais le refaire aujourd'hui, je le ferais vraiment différemment. Et ouais, moi j'ai une petite question du coup. Est-ce que dans ta manière de travailler, est-ce que tu vois une évolution genre entre maintenant et il y a genre 5 ans? Ouais, 100%, ouais, à fond. À la fois sur... je vais vachement plus vite, en fait. À la fois sur les outils, bah, je sais comment faire un proto rapidement, je sais comment aller, et j'ai des automatismes et des réflexes de design aussi. Et je tombe plus dans des erreurs ou dans des trucs qui marchent pas. En fait, j'ai plus facilement... J'ai pas l'impression que j'ai plus de bonnes idées ou que j'arrive à faire des meilleurs jeux, mais je vois plus facilement quand un jeu il va vers le qui va être nul. Et donc je m'arrête plus facilement ou je rectifie le tir plus facilement. Donc régulièrement, bah, j'ai un truc, je commence à bosser dessus et puis je me dis, oh là là, mais attends, là quand on va jouer, il y a un joueur qui va faire ça, il y a quelqu'un qui va faire ça et ça sera nul. Ok, bah faut que j'anticipe ce problème pour que soit je le corrige, soit bah, j'arrête le proto. Et donc c'est vraiment plus, je vais plus vite vers l'essentiel et j'identifie plus vite quand ça marche et quand ça marche pas. Ok. Et dans ta manière d'interagir, enfin d'échanger avec l'éditeur, du coup, enfin, j'imagine que aussi ça a changé ça. Enfin, Ouais, pour le coup, il y a quand même un bon cercle vertueux que moi j'ai vu évoluer. Alors j'ai eu un peu de chance parce que comme j'étais dans le milieu, j'ai très vite rencontré les gens. La première année, j'ai dû faire pratiquement tous les festivals, rencontrer un peu tout le monde, boire des coups avec un peu la terre entière et ça a vachement aidé à tisser un lien relationnel assez vite pour le coup. Ouais. Mais j'ai vraiment senti une espèce d'évolution où au début, bah, je démarchais les éditeurs et puis bah, c'était un peu long, ça prenait un peu de temps. Et puis à un moment, ils voyaient à peu près qui j'étais et donc c'était un peu plus facile de leur transmettre un truc. Et là, je suis, sans être Bruno Catala, allez, une pièce dans la boîte à Catala, sans être Bruno, je commence à avoir des petits ou des moyens éditeurs qui me contactent en disant hey, t'as pas un truc, on cherche des protos en ce moment, est-ce que t'as pas quelque chose qui pourrait rentrer chez nous, on cherche ça. Et donc j'ai vu une évolution dans cette relation-là au fur et à mesure, mais qui vient forcément avec les jeux qui sortent et puis même si j'ai pas encore de best-seller, hein, mais pas encore, vous avez vu le mec. Ouais, il anticipe. Comme ça, j'ai pensé. Même si j'ai pas de best-seller, forcément j'ai des jeux qui ont un peu marché ou suffisamment pour que les gens le voient. Donc au fur et à mesure, ça donne un petit focus. Les prix servent aussi vachement à ça. Mon premier jeu qui a un peu buzzé sur ça, c'est SOS Dino qui avait été recommandé au Kinderspiel. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, le Spiel nomme des jeux, fait gagner quelqu'un. Gagner le Spiel, c'est le lendemain, tu te dis ok, tu dors pas pendant 2 jours parce que ta vie elle change pour de vrai. C'est vraiment un impact très très significatif sur les ventes. Être nommé, c'est pas mal, mais ça change pas ta vie. Et il y a une sous-catégorie en dessous qui est les jeux qui sont recommandés. Globalement, ça a un impact à peu près 0 sur les ventes, mais c'est bon pour l'ego parce que c'est le Spiel qui dit ah, ceux-là, on les aurait bien nommés, mais c'est pas mal. Tant pis, les autres, ils étaient un peu mieux quand même. Et quand SOS Dino a été recommandé au Spiel, j'ai eu quelques éditeurs qui m'ont dit ah tiens, on s'est penché sur SOS Dino, on a vu que ça existait, est-ce que tu as d'autres jeux pour enfants, ça nous intéresse de voir ce que tu as fait, etc. Et donc forcément, ça crée un petit focus qui est agréable, et je pense que les prix ont plus cet impact-là, pour le coup, dans la carrière d'un auteur, qu'un impact sur les ventes qui sont passées Cannes et le Spiel, qui eux sont démentiels. Normalement, ça n'a pas un impact très très significatif, les prix d'une manière générale. Ok, d'accord. Et comme ça, par curiosité,
sans être forcément celui qui a le mieux marché, est-ce qu'il y a un un jeu que tu as fait dont tu es plus fier que les autres ou pas? C'est dur. Généralement, je réponds avec deux. Si je dois dire avec un peu plus de sincérité que quand je dis vous savez, c'est tous mes enfants, tous pareils. un peu vrai, mais il y a des jeux sur lesquels j'ai passé plus de temps, plus d'énergie et sur lesquels je suis plus fier du résultat final. Mais sur mes dernières sorties, à la fois The Loop, qu'on voit là, que j'ai fait avec Max Rambourg chez Catch Up Games, et La Maison des Souris, qu'on voit là, que j'ai fait avec Elodie Clément chez Gigamic. C'est deux jeux sur lesquels le développement s'est très bien passé, sur lesquels on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour faire en sorte que le jeu ressemble le plus à ce qu'on avait envie. Et dans la relation éditoriale, ça a été deux projets où vraiment on s'est beaucoup amusé. C'est aussi particulier parce que Max Rambourg, mon co-auteur, c'est vraiment un très bon pote. Et Elodie Clément, ma co-autrice, c'est ma copine, donc on se voit régulièrement. Donc c'est un plaisir de partager ça avec Vous êtes assez potes. On se connaît pas mal. Partager la co-création avec des gens que tu connais et que tu aimes bien pour le coup. Puis les deux jeux commencent alors c'est le début donc on peut pas savoir, mais on fait un bon démarrage, donc c'est aussi chouette quand les jeux transforment un peu l'essai, même si là c'est trop tôt pour parfaitement le juger, mais ils ont bien démarré en tout cas. Donc souvent je pense à ces deux-là quand je me dis ok, si tous mes jeux ils pouvaient se passer de la même manière, The Loop, La Maison des Souris, je re-signe pour en refaire des pareils quand on veut quoi. Et du coup, au niveau de la co-création, justement, je voulais savoir, je sais pas, tu peux nous en parler un peu, genre, parce que tu vois, créer un jeu tout seul et créer un jeu avec des gens, comment tu trouves des gens qui sont sur la même longueur d'onde? Est-ce que tu proposes un truc et puis les gens te rejoignent? Ou alors est-ce que tu te dis, cette personne-là, je veux faire un jeu avec elle? Comment tu vois ça? Alors moi, je fais de la co-créa pratiquement qu'avec des gens que je connais assez bien, pour le coup. Et j'ai expérimenté un peu de faire de la co-créa avec des gens que je connaissais un peu, que j'avais croisé sur un festoche, on se connaissait un peu. Et notamment, l'an dernier, j'ai eu une assez mauvaise expérience, un truc qui s'est vraiment pas très bien passé, c'était vraiment pesant et pas très cool. Et du coup, ça m'a un peu refroidi sur oh bah tiens, Bidule, je le connais pas, mais il a l'air chouette, ou il a l'air chouette, et si tu pars, on va faire un jeu ensemble. Ouais. Généralement, moi, c'est quand même plutôt dans un cercle proche, alors sans être proche, c'est pas que des gens avec qui je vis, notamment, ni que des gens avec qui j'ai une amitié vraiment très forte, mais c'est des gens que j'ai croisés régulièrement, avec qui on a papoté, on a déjà échangé sur un festoche ou en ligne, ou avec qui j'ai déjà je sens que le courant passe assez bien. Parce que, mine de rien, en fait, vous le savez, mais créer un projet et créer un jeu, c'est souvent long, c'est pas toujours facile, des fois c'est même un peu chiant. Du coup, quand t'es plusieurs, ça a cet avantage tu partages un peu à la fois les bons moments et puis les moments un peu pesants, mais tu partages beaucoup de moments, quoi. Il y a un moment sur Max Rambourg, avec qui ça se passe très bien, avec qui je fais pas mal de jeux, je sais pas, on doit s'appeler 3 heures par semaine, quoi. Donc si on s'entend pas bien, il y a un moment, ça me casserait les couilles de me dire oh, je vais appeler Maxime Rambourg, là. C'est assez important d'avoir pour moi une relation qui soit assez chouette. Aussi parce que ça fait gagner vachement de temps sur. Je vais prendre un autre exemple pour pas parler que de Max, mais je fais beaucoup de jeux avec Corentin Lebras. Corentin, à un moment, si jamais on bosse sur un truc et qu'il lance une idée et que je trouve ça nul, je vais lui dire je sais pas, c'est nul, non? Alors que si c'est quelqu'un que je connais pas, je vais plus faire tu comprends, j'ai un peu réfléchi et je me dis que tu vois, par rapport à ça, peut-être c'est pas terrible en fait, mais si jamais ça tient à cœur, on peut y rediscuter et réfléchir. C'est dur d'être direct. Hein. Ouais. Et surtout que la création, ça touche à des trucs vachement émotionnels en fait. Et ton bébé, t'es vachement dedans, c'est dur d'accueillir toutes les critiques. Encore plus quand c'est ton co-auteur, ta co-autrice, du coup, ça se crée au fur et à mesure. Et vraiment, il y a des gens avec qui je sais que ça se passe de ouf et hop, c'est parti, ça marche bien. Ça marche pas tout le temps. J'ai eu quelques expériences aussi avec des gens que je connaissais, avec qui ça se passait bien, avec qui on dit vas-y, on fait un jeu ensemble. Puis on a essayé et puis rien n'est sorti en fait, sans qu'on se fâche, sans qu'il y ait de trucs désagréables. C'est juste on a brainstormé, on a posé des idées sur un papier et puis on s'est dit on y revient, on en reparle plus tard. Puis d'un côté comme de l'autre, on n'est pas revenu et puis ça a disparu tranquillement. Et après de l'internet. Ouais, il y a vraiment ça. Ah ouais, c'est en pause ça, on y reviendra à l'occasion. Et puis tu sais que tu vas jamais y revenir. Et après, au-delà de ça, généralement ça se passe plutôt pas mal. Moi j'aime vraiment mieux la co-création que la création tout seul. Parce que j'ai un peu le sentiment que ça fait des meilleurs jeux à la fin. Entre autres parce que là c'est Maxime qui est un bon exemple. Maxime, il est bien relou, il est bien casse-couille, je l'aime énormément, mais il a tendance à être vraiment parfaitement insatisfait. Donc une fois sur des jeux où moi j'étais genre c'est cool, on va le montrer à un éditeur demain, là c'est pas mal. Il me dit ouais, t'es sûr, c'est moyen quand même, on peut faire mieux que ça. J'étais genre ouais, ok, t'as raison, on va se sortir les doigts. Et donc c'est pas mal sur ce côté un peu challengeant. Et à l'inverse, toujours sur cette même relation, parce qu'elle est
je trouve qu'elle est assez révélatrice sur ça. Max, il se décourage très très vite. Il peut avoir un côté où on fait un test et ça se passe pas bien, il va dire bon bah c'est nul, on le jette et on en fait un nouveau quoi. Et donc moi je vais être là pour dire non, c'était moyen, ça peut être bien à la fin, vas-y, on s'y remet, cette idée elle était bien, on la prend et on essaie de refaire un autre truc. Et il faut trouver des gens avec qui tu as ce bon équilibre, je pense, où tu te sens bien, tu peux parler librement. Et après, ça se fait naturellement. Ça dépend sur le process pur. J'ai des jeux où c'était pratiquement fini et un co-auteur m'a dit vas-y, viens, on va bosser ensemble. Je galère un peu pour la fin. Puis je me suis un peu greffé sur la fin. Des fois dans l'autre sens, mais je crois que je suis plus un bon finisseur de jeu qu'un bon commenceur de jeu. Donc on m'appelle plus facilement en renfort que comme première idée. Il vient juste après, sinon. je fais mon nom à la fin, je dis ouais, ça faudrait que ça vale 3 points de victoire, puis hop, décide. Voilà. 3 points de victoire et puis 3% de. 3% c'est parti. Et après, moi je fais aussi de plus en plus de sessions un peu comme des mini game jam. Alors en ce moment pas trop parce que la vie est désagréable avec tout le monde. Mais souvent je me fais des moments où j'ai un auteur qui vient à la maison, où je vais chez lui, et puis on reste 3 jours, et puis on se dit vas-y, on fait un jeu. Et puis on part d'une idée, on papote. J'ai à la fois un carnet et un placard de proto commencé pas fini où j'ai genre ça j'avais une idée, c'est un deck building, je passe son deck, mais je me suis arrêté là parce qu'après j'avais la flemme. Puis hop, chacun on rebondit un peu, on se lance des idées, puis on finit toujours par trouver un projet qui nous motive bien. Et puis là on rebondit tac tac tac, un peu à flux tendu généralement parce qu'on se réserve, c'est un peu des vacances créatives on va dire. On se réserve 3-4 jours où on bosse, derrière on joue et derrière on va manger. Généralement, c'est des moments que c'est un beau programme, ça. C'est généralement bonne ambiance pour le coup. Et puis à la fin, on arrive et puis on a un truc qui. Des fois, ça marche pas. J'ai fait des sessions comme ça où à la fin, un jeu moyen, voire pas terrible. Puis on l'achetait tranquillement à la poubelle après avoir fait notre deuil. Et puis j'ai quelques jeux qui sont vraiment ressortis en étant assez chouettes, qui sont allés au bout, qui ont trouvé des éditeurs parce que on avait eu cette petite magie un peu de l'émulation. On avait réussi à trouver des trucs qui marchaient bien. Ouais, genre un exemple. J'ai rien qui est sorti. Je réfléchis, attends, je regarde. Tu regardes sur ton petit tableau Excel récapitulatif. Ouais, j'ai une affreuse mémoire. Je suis désolé, ça fait un peu chelou, mais c'est un moyen exemple parce que j'étais pas là. Mais typiquement Ninja Academy, ça a commencé comme ça. Moi, j'étais pas là. Antoine Ludo Corentin. Oh, pardon, il y a un chien, alors ça me fait faire comme un nul, mais j'aime beaucoup les animaux. il a l'air trop gentil en plus, ou gentille. Mais Antoine Ludo Corentin ont commencé à délirer en mode vas-y, on pourrait faire un jeu, il y aurait des ninjas, pichenettes. Puis ils ont posé assez rapidement une grosse partie du jeu. Et puis après, moi je suis arrivé, comme c'était un jeu à défi, il fallait faire de la tétrachée de différentes cartes et de challenges. Je suis arrivé là pour les accompagner. Draftosaurus aussi, en fait, je me rends compte que c'est peut-être le meilleur exemple où Draftosaurus, c'est Forge Next, qui est une agence d'auteurs qui bossait avec Ankama à l'époque. On leur parle de Dino Party, qui est un autre jeu qui est sorti chez Ankama où on lance des dinosaures. Et on leur dit on adore les meeples de dinosaures, ils sont vraiment trop beaux, mais on n'a pas trop aimé le jeu, c'est dommage. Et le mec de Forge Next nous dit faites un jeu avec les dinosaures, nous on sait les faire, donc c'est hyper quoi. Et je pense qu'on met vraiment genre 75% du jeu dans la soirée quoi. On se pose et vraiment on cravache, on boit des cocktails. On a Antoine et Ludo qui sont des fois un peu nos darons du jeu et ils sont un peu moins motivés que Corentin et moi qui sont genre on peut faire un Terraforming Mars là peut-être. Et avec Corentin on est genre non, on fait des meeple dinos. Et on a posé vraiment les grandes lignes directives du jeu sans l'équilibrage et puis sans les petites subtilités, mais on pose vraiment les grandes lignes du jeu sur cette grande soirée-là parce que pendant 5 heures, on fait que ça, on n'arrête pas et on brainstorm, on lance des idées, on en abandonne la moitié à la volée parce que il y avait plein de trucs qui étaient vraiment pas bien à ce moment-là aussi, mais on avait vraiment fait un peu ce process en accéléré pour le coup. Après quelques cocktails, c'est ce qui arrive généralement. Toutes les idées sont pas forcément bonnes. Il y avait effectivement le proto qui avait été posté sur Twitter, dessiné au crayon sur une feuille, et c'était quasiment un des côtés de Drafto, et c'est fait au crayon et on voit qu'il y a des ratures dessus, c'est vraiment du brainstorm, et tu dis putain mais il y a 80% de ce qui a été dessiné au crayon la première fois qui est dans le jeu final quoi. Donc bon, il y avait des bons cerveaux autour. Ouais, et puis on a, mine de rien, c'est à mon tour d'avoir un animal qui fait du bruit, par contre, c'est mieux. Mais pour le coup, il y a aussi une part de chance dans ce process-là qui est un peu magique des fois. Des fois, ça se goupille, des fois, ça se goupille pas. Et même avec Antoine, c'est quand même un peu notre père à tous, quoi. Et même Ludo qui est très très bon.
Des fois, on se retrouve à 4 en se disant « Allez, on est malin, on va avoir une commande ». Et puis, ce qui ressort, c'est un truc nul ou rien du tout, en fait, quoi. Donc, il y a aussi cette espèce de truc de la créativité. Je sais pas, des fois, ça se passe, des fois, ça se passe pas, et je sais pas pourquoi, en fait. Mais moi, je me dis que d'avoir vu tous ces mauvais jeux, ça t'a forgé un peu la tête de se dire toutes ces mécaniques-là, elles sont nulles ou elles sont pas adaptées, et ça te permet de focus sur ces trucs-là, ça goupille bien, ces trucs-là, ça goupille pas, et tu décèdes. Tu décèdes, carrément, quoi. N'ayons pas peur des mots. C'est validé. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu pour ça qu'on est tous sur Super Proto numérique À vous de me dire pourquoi vous êtes sur les Super Proto numériques. Je pense pour voir des auteurs décédés en direct, c'est une bonne idée. Ouais, ça, là, c'est... Il fait le buzz. C'est tout pour plein de vidéos. Pardon, j'ai 10 minutes, vous étonnera. Mais du coup, pour répondre à... Est-ce que ma voix va revenir un jour? Ouais. Pour répondre à ta question, Hervé, je pense que de jouer beaucoup et d'avoir testé beaucoup de protos, d'avoir expérimenté beaucoup de choses, ça revient petit à petit, c'est effectivement un bon moyen d'identifier ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Parce que du coup, moi, juste le peu d'expérience que j'ai dans les protos sur des Discord ou dans les 2-3 game jams que j'ai fait, il y a beaucoup de gens qui postent des trucs où moi je me dis non mais ça, moi j'ai regardé et j'en ai fait un comme ça il y a 2 ans, et tu fais un tour de jeu et tu fais bah, c'est nul en fait. Et puis après j'en vois d'autres qui sont vachement plus avancés. Je me dis mais comment est-ce que tu arrives à cette réflexion là? Et je pense que d'avoir été insider dedans, t'as pu bouffer, et c'est pour ça que tu vas plus vite que beaucoup d'autres auteurs, parce que t'en as bouffé énormément, alors que nous, voilà, on va avoir au mieux 3 protos par jour, alors que toi, je sais pas combien t'as envoyé par jour, mais c'était plus que 3. Ouais, c'était les éditeurs, ils sont vraiment submergés, et donc j'ai vu passer beaucoup de choses. Et après, je pense que ça m'a aussi donné un peu, et c'est pour ça que j'essaie de les partager vachement et que je suis content d'être là avec vous, même si j'en meurs. Pour le coup. En fait, il y a des pièges dans lesquels tu peux facilement tomber. Il y a des trucs que tu identifies quand tu es du côté éditeur où tu te dis ouh là là, bah en fait, ça c'était vraiment pas bien. Là, ça m'a vraiment pas plu parce qu'en tant qu'éditeur, ça s'est pas bien passé, ou il y a un truc qui a merdé parce que ça soit dans la manière de présenter les jeux, et on peut en parler un peu après, ou dans la manière de les concevoir. Du coup, bah tiens, bah moi en tant que. Je savais pas que j'allais devenir auteur à temps plein à ce moment-là, mais bah, en fait, ces expériences, elles m'ont marqué, et donc aujourd'hui, je peux m'en resservir en me disant ah bah tiens, je vais pas retomber dans ce piège-là, parce que ce comportement-là, il m'avait clairement cassé les couilles, bah je vais pas le reprendre plus tard, quoi, pour le coup. Mais du coup, c'est quoi les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Alors, on veut une liste. Dans les trucs qui peuvent paraître un peu naïfs, mais qui me sont vraiment arrivés plein de fois, à la fois la surconfidence et à la fois l'absence de confidence totale. Vous savez que je fais 2 pouces en l'air, mais c'était 2 points. C'est-à-dire que c'était vraiment très désagréable quand il y avait un auteur qui arrivait et qui me disait bonjour, bah voilà, j'ai fait mon jeu, mais de je vous confiance. montre. Okay. Mais c'est pardon, de confiance, de confidence, c'est pas du tout le bon mot. Je comprends pas. C'est une mécanique bizarre. Et donc l'auteur qui arrive et qui dit ah, j'ai fait un jeu, mais je crois que c'est pas terrible, mais j'ai un peu envie de vous le montrer, mais ouais, il reste encore du boulot, mais voilà. En fait, désolé, mais on est en rendez-vous où tu m'envoies un mail. En fait, si ton truc il est nul, moi je vais pas le regarder, donc ça m'intéresse pas. Et à la fois à l'extrême inverse, moi j'ai eu vraiment beaucoup de rendez-vous où les gens ils arrivent et ils font alors salut, aujourd'hui je te présente le nouveau spiel des CRS. En fait, non. Nique-toi en fait, quoi. J'ai vraiment pas envie, là, je suis pas dans un bon mood. T'arrives et tu me dis que ton jeu c'est le meilleur du monde. Et il faut réussir à avoir ce truc de c'est vachement de relationnel en fait, et donc d'être assez naturel et de se dire bah j'arrive, je monte mon truc. Ouais. Je dis pas que c'est le meilleur jeu du monde, mais je dis pas que c'est le pire jeu du monde, parce que dans les deux cas en fait c'est too much. Mais arriver et de présenter son truc le plus naturellement possible en fait. Ok. Mais même au sein d'un jeu de société, même pas dans... Enfin, je sais pas, je vais dire des mécaniques, mais c'est peut-être pas assez large. Là, tu parles de la personnalité un peu de la personne et de la manière de le présenter, mais il y a d'autres trucs aussi quand même. Ah ouais, évidemment, il y a pour le coup, j'arrive pas à vous débriefer tous les trucs où je me suis dit ah ça faut faire gaffe, mais après il y a effectivement sur la création elle-même, bah je pense que un des trucs sur lesquels les gens réfléchissent pas assez, c'est une très mauvaise structure de phrase. Un des trucs auxquels il faut faire attention et qui est des fois pas forcément suffisamment réfléchi, je trouve, c'est le marché en fait, parce que le jeu de société ça reste
effectivement un produit culturel pour moi, mais un produit, et donc il faut faire attention à des logiques de marché. Mhm. Typiquement, aujourd'hui, arriver avec un chouette jeu d'association d'idées par équipe qui se joue en 30 minutes, bah, en fait, il y a Codenames, donc bah, il y a de fortes chances que la plupart des éditeurs ils vous disent non, parce que bah, en fait, il y a Codenames, donc s'il va falloir se battre en frontal contre Codenames, ça ne marchera pas. Je me suis couché à 3h du matin cette nuit pour sortir un jeu d'association d'idées, donc je te remercie. Est-ce qu'il est, C'est bien juste de tuer mes trucs en 2 secondes. Est-ce qu'il est par équipe et qu'il dure une demi-heure? Parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Il est par équipe et il dure une demi-heure. Il va falloir que tu Est-ce qu'il y trouves a un des cartes élément. rouges et bleues, quoi? Il va falloir que tu trouves un élément de différenciation. Parce qu'à l'inverse, un truc comme. J'ai pas encore joué, mais ça a plutôt bonne presse et de ce que j'ai vu, ça a l'air cool. Le petit jeu chez Blue Orange là, qui s'appelle Mot Malin, je crois. Mot Mêlé, où c'est un jeu d'association d'idées, mais en temps réel où tu joues 10 minutes. Mais en fait, il y a un truc de. Ok, c'est un jeu qui est là parce que Codenames existe, je pense, mais qui arrive et qui va amener quelque chose supplémentaire qui va séduire l'éditeur. Et c'est trop laid, je suis 100% d'accord. Il amène un twist. Cette logique de en fait, pourquoi l'éditeur il va signer ton jeu et qu'est-ce qui va l'amener à se dire ouais, ce truc-là, bah ouais, je pense que je vais en vendre des caisses, à mon avis, ça va marcher, j'ai envie de le faire et je vais y aller. Et des fois, juste se repencher sur ça, bah ça fait souvent un peu mal, hein, parce que moi, régulièrement, je fais des trucs et je me dis mais qui va signer ce jeu? Bah, je sais pas, personne en fait, c'est quand même pas ouf. Puis bah, ça passe sur la pile à retravailler. Et disclaimer, elle est pas loin de la poubelle quand même. Mais ça vaut le coup souvent de se dire, bah ouais, pourquoi est-ce que mon jeu, qu'est-ce qu'il va amener sur le marché? Qu'est-ce qu'il va faire qui va séduire et convaincre un éditeur? Et qu'est-ce qui va faire que bah, d'un coup, l'éditeur, il va s'engager sur ça? Ça implique quand même en filigrane d'être un expert en fait de tout ce qu'il y a sur le marché, du coup parce que quand tu as déjà joué depuis des années, tu as une idée très globale de ce qui existe, mais je sais pas s'il y a des profils de gens qui sont peut-être pas tant joueurs que ça, mais créateurs un peu dans l'âme, qui du coup en fait peuvent reproduire des jeux qui existent déjà, mais sans le savoir. Et je sais pas trop comment est-ce qu'ils peuvent du coup faire pour en fait savoir s'il y a déjà le jeu qui existe par exemple. Bah, il y en a quelques-uns, un mec comme Fred Henry, pas parce qu'il a peur d'être trop influencé par ce qu'il joue. C'est mon chat a fini ses croquettes, donc il va nous dire coucou. Un auteur comme... je vais fermer la porte, pardon. On a tous les mêmes chats, c'est un truc de ouf. Il me semble que le mec qui avait été interviewé la dernière fois, qui était un peu... c'était agent d'auteur. L'avant-dernière fois. Gaëtan Beaujeune. Ah oui, c'est vrai, il y a eu il pouvait faire ce filtre-là de je connais pas le marché, mais lui connaît le marché, et du coup il peut t'orienter si ton jeu il est déjà en concurrence avec des cadors ou pas, quoi. Mais bon, c'est spécifique, mais c'est vrai que... Après, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être encyclopédique, quoi, notamment sur les anciens jeux. Bah, des fois, moi, je fais des trucs et puis de fréquenter ils sont pas là, donc je peux le dire, mais des presque vieux auteurs. Et des fois, Ludo, il me dit « Ah, ça me rappelle ce jeu allemand sorti à SN en 2002 et publié que à 50 exemplaires, c'est un peu pareil. » Et puis je lui dis oh, « C'est bon, Ludo, c'est pas grave, quoi. C'est pas le même jeu, ça ressemble un peu. C'est sorti il y a 200 ans chez une maison d'édition qui n'existe même plus. Je crois que je m'en fous un peu, quoi. » Mais avoir une connaissance un peu au moins de ce qui existe, de ce qui est important. Si tu fais un jeu de draft de civilisation en 35 minutes, bah, ça serait étonnant que quelqu'un le signe, quoi, pour le coup. Mais en même temps, si tu fais un jeu qui ressemble à un vieux truc allemand, normalement, ça devrait aller. Mais en suivant un peu, moi, je sais que je regarde à la fois sur le passe-temps et un peu sur Jeux des cartes Bordeaux et sur les Feedy News parce que c'est encore plus court. Mais je regarde les vidéos de nouveautés juste pour me dire, ok, bah, je vois un peu ce qui existe. Aussi parce que j'aime bien acheter des jeux et jouer, donc ça m'intéresse. Mais aussi pour me dire, ok, il y a ça qui existe, il y a ça qui marche. J'essaye de me tenir un peu au courant de l'actualité, sans tout savoir, mais pour voir un peu les grandes tendances, en fait, pour le coup. Et ça a une influence sur tes créations, du coup, je veux dire, si tu te dis, bah là, il y a, en ce moment, c'est la mode des, je sais pas quoi, je sais pas, je prends par exemple les escape room, je sais pas comment ça s'appelait, enfin, ça a été la mode à un moment. Est-ce que du coup, ça t'a influencé en mode genre, je vais essayer de faire je vais essayer d'en faire un aussi, ou, est-ce que ça t'influence dans ce sens-là, ou c'est vraiment juste, ou à l'inverse, de les fuir, parce que de les fuir. Ouais, c'est plus ça. C'est plus, en fait, c'est dur de suivre des courants dans le jeu de société parce que comme faire un jeu c'est long et éditer un jeu c'est encore un peu plus long. Tu vois, si là le courant c'est les escape books, le temps que j'en fasse un
que je le signe, que l'éditeur le publie, bah, en fait, je vais arriver dans 2 ans et j'aurai sûrement un peu 2 ans de retard, quoi. Et t'auras raté la vague, ouais. Et donc, c'est plus de se dire, ah bah tiens, attends, ça existe, je vais faire un peu gaffe ou ce genre de choses. Et aussi je m'intéresse pas mal, salut Quentin, je m'intéresse pas mal à ce que font les éditeurs. Typiquement, là, une de mes dernières sorties, c'est Tucano chez Helvétique. Bah, je me suis intéressé à, ok, ils ont une gamme, cette gamme, elle ressemble à ça, ils ont tel jeu, tel jeu, tel jeu dedans. Oh, bah, ils n'ont pas de jeu de collection, du coup, ça pourrait leur intéresser s'il y en avait un, et de réfléchir un peu sur cette logique-là. Et pour ça, il faut se tenir un tout petit peu au courant, quoi. Ok, ouais, faut être au taquet sur tout ce que sortent tous les éditeurs. C'est du boulot, quoi. C'est un peu de taf, mais c'est pas du taf désagréable. C'est en échangeant, parce qu'effectivement, enfin, moi, comme je te suis, j'ai déjà eu la plupart de ces conseils, et c'est vrai que du coup, moi, j'avais des idées, enfin, j'ai des idées de jeu, mais puis du coup, tu te dis, mais c'est quoi le public d'un jeu de dessin RPG? Tu fais, bah, c'est rigolo, ça pourrait faire marrer mes potes, mais on serait 5, quoi. Et du coup, ça marche pas. Ou alors tu dis, ah, celle-là, elle est super bien. Puis après, tu vois Bandito, justement, et puis tu fais, ah, bah, c'était ça mon idée, en fait. C'est comme Brice. Brice qui fait des jeux, tu dois échapper à une bestiole en répondant à des questions sur l'athlétisme. Il a un proto comme ça. C'est assez spécifique. Ouais, donc, je sais pas. Il me l'a pas montré celui-là, mais oui. Non, mais c'est l'idée de quand tu fais ton jeu. Après, tu peux faire n'importe quel jeu, mais si à un moment tu dis je veux qu'il sorte, il faut avoir l'idée de il y a des gens qui vont l'acheter, quoi. Donc qui sont-ils et quels sont leurs réseaux, quoi. Ouais, c'est vrai que tu fais bien de le souligner parce que je suis aussi dans cette logique-là. Là, je vous parle vraiment dans une logique de j'ai envie que mon jeu soit édité et qu'il sorte à la fin. Encore une fois, on peut faire parfaitement des protos pour le plaisir de faire des protos, pour les jouer qu'entre potes. Et dans ce cas-là, le jeu de quiz sur l'athlétisme où tu affrontes une créature géante, mais t'as dit que ça va être très très dur de trouver un éditeur. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais pas loin. Mais en fait, si jamais il le fait et qu'il se marre avec ses potes, en fait, ça vaut le coup qu'il le fasse, quoi. Pour le coup, autant qu'il continue, quoi. Parce que ça veut dire que faut pas que l'édition, ça soit tout le temps une finalité, en fait. Ça dépend de plein de trucs, de votre situation, de ce que vous avez envie de faire, etc. Et c'est génial d'être édité. J'ai été très content de l'être et je suis content de l'être de nouveau. C'est vraiment une très très belle sensation. Mais parfois, je sais que et j'ai cru voir passer une question sur ça. J'ai pas trop regardé les questions pour pas me spoiler, mais typiquement avec Ludo et Corentin, on a un dungeon crawler en odorama, qui est un jeu où on sent des monstres et on se dit ah, c'est un gobelin qui sent la pistache. Ah, on va l'attaquer comme ça. J'adore ce proto, il est génial. On va jamais trouver un éditeur. Ou alors on va mettre 10 ans et ça fait déjà 3 ans qu'on cherche, donc ça va mettre encore du temps. Mais je suis très content d'avoir fait le jeu. Je l'ai encore le proto dans mon étagère. Je l'ai pas j'y joue de temps en temps. Je le ramène quand je suis en soirée jeu. Et ça me fait vraiment marrer. C'est pas un jeu que j'ai fait pour me dire que j'allais l'éditer à la fin, quoi. Parce que il faut jamais dire jamais, parce que j'ai vu que le Pion qui se noie avait montré un jeu avec des sachets d'épices dans la boîte qui est sortie au Japon. Avec des sachets de curry, des trucs comme ça, j'ai aucune idée. Je crois que c'est un jeu de murder, et il y a du curry dans la boîte de jeu. Donc, tu as de l'espoir au Japon. Énorme. Ouais, si ça se trouve, c'est Roberto Fraga qui est un bon exemple pour nous tous et toutes, où Princess Jinx, qui n'a pas très bien marché, mais qui est sorti chez Matago, il a montré le proto pour la première fois 18 ans avant la sortie. 18 ans. Et pendant 18 ans, alors pas on continue, vous en doutez, il n'a pas bossé dessus tous les jours, en tous les jours en disant allez, ça va le faire, et puis après, il a continué de le bosser, de réfléchir de temps en temps, de repasser un petit peu dessus, puis de le présenter. Et puis l'évolution du marché, des techniques de production, etc. aidant, à un moment, il a signé, ça finit par sortir chez Matago, quoi. Et à une autre échelle, parce que déjà, il y a 18 ans, j'étais mineur, mais Fou qu'on a fait avec Corentin, qui est plutôt qui a un succès très francophone, ça s'est pas très bien exporté pour l'instant, mais qui est plutôt un chouette succès. C'est un jeu qu'on a montré à tous les éditeurs de jeux d'ambiance, qui a été refusé par la terre entière, puis qu'on a un peu modifié, qu'on a remontré à tous les autres éditeurs de jeux d'ambiance, qui a été refusé par l'autre moitié de la terre. Et puis Kiff Edition est arrivé, c'était des copains, on leur a dit on a fait ça a été refusé, mais nous on aime bien. Ils ont joué, ils ont fait ils sont contents d'avoir refusé, nous on aime bien aussi, quoi. Puis on a fini par le faire et ça a fonctionné, mais on l'a signé bien 5 ans après, je pense, après le premier proto. Donc des fois c'est long, pour le coup. Et j'ai une petite question. Est-ce que tu as une opinion sur l'auto-édition ? Parce que même si ça te concerne, enfin je sais pas si ça te concerne, est-ce que tu y as pensé un moment ? Est-ce que ouais, j'ai une opinion qui a un peu évolué en plus, je pense, ces dernières années.
Au départ, il y a vraiment un truc de... Pour la plupart des gens, il y a un espèce de truc de... Tout le monde est un peu, j'ai oublié mon mot, condescendant par rapport à une espèce de truc presque de dégoût de oh, l'auto-édition, c'est vraiment de la merde. Et pendant longtemps, moi, j'ai eu un peu, pas ce discours, mais ce feeling-là de oh, l'auto-édition, c'est vraiment, c'est nul, quoi. Et en fait, je crois que il y a un cas de figure où l'auto-édition, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée dans la plupart des cas, et je nuance encore une fois. C'est si jamais tu fais un proto que tu le montres à la terre entière et personne ne veut le faire, généralement l'auto-édité, c'est pas la bonne idée, parce que ça va souvent mal se faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si jamais tu te dis mon jeu, j'y crois, j'ai envie de le faire tout seul, en m'entourant de professionnels pour m'accompagner sur certains points, parce qu'il y a peu d'auto-édition où c'est l'auteur qui illustre en plus, et il y a encore moins d'auto-édition où il découpe les cartes et il va à l'usine pour les fabriquer. Mais en s'entourant des personnes qui savent faire, à la fin, en fait, il n'y a pas de raison, quoi. Aujourd'hui, si tu as une super idée de jeu, que tu l'as testé dans des cercles divers et variés, que à ton avis ça va marcher, que tu y crois, que tu engages un illustrateur ou une illustratrice qui sait faire, que c'est produit selon les normes du marché, que ton prix de vente correspond à peu près à quoi ressemble la prix de vente d'un jeu de cet acabit, en fait, ça peut fonctionner et c'est pas honteux, quoi. Après, c'est pas l'Eldorado, quoi. Il faut pas se dire, ok, je vais le faire, et puis mon Kickstarter, il va faire 2 millions d'euros comme le dernier Cool Mini, et puis bam, je vais être blindax et c'est parti. Ça peut arriver, hein. Typiquement, on a tendance à oublier que des jeux comme le 7e continent, c'est de l'auto-édition. Mais c'est quand même plutôt rare que fréquent. Mais il y a plein de belles choses qui peuvent arriver avec l'auto-édition, hein. On oublie aussi les éditeurs qui sont lancés sur de l'auto-édition. Typiquement, Istari, qui a disparu aujourd'hui, mais qui a quand même aidé à enfanter les Space Cowboys. Au départ, c'était Cyril Lemaigue qui éditait les jeux de Cyril Lemaigue. Gameworks, qui a un peu disparu et qui a été absorbé aussi par les Space Cowboys. Mais au départ, c'était Seb Pochon qui éditait les jeux de Seb Pochon. Cocktail Games Contrario, c'est un jeu de Mathieu Despnous, édité par Mathieu Despnous. Il y a plein de contre-exemples qu'on oublie un peu pour le plaisir de taper sur les gens. Mais parfois ça marche, en fait. Ouais. Mais ça demande du recul et d'être entouré. Et puis le marché a évolué aussi depuis, parce que ceux-là ils sont lancés, bon les Space Cowboys c'est un peu différent, mais il y en a beaucoup qui étaient là il y a 10 ans, quoi, qui sont auto-édités un peu il y a 10 ans. Donc maintenant je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs et c'est peut-être pas plus facile, mais il y a plus de choix. C'est qu'avant tu te faisais refuser par tout le monde, tu te faisais refuser par 5, 6, 10 personnes. Là maintenant si tu veux te faire refuser par tout le monde, tu vas mettre du temps, quoi. Ouais, clairement, il y a un paquet d'éditeurs et ça c'est aussi un truc où moi j'ai du mal avec ça et il faut aussi un peu l'entendre, hein, mais c'est pas parce que tu as mangé 3 refus parce qu'il y a 3 éditeurs qui n'ont pas voulu faire ton jeu que c'est parce qu'il est nul et qu'il mérite pas d'exister. Des fois les éditeurs, je sais pas, ils étaient mal lunés, ils ont mal lu ton mail, ils ont testé et puis il y avait un mec qui était con autour de la table et donc ça s'est mal passé, ou juste ils avaient la flemme et donc ils se sont pas investis complètement, ils ont dit non, ou ils ont pas aimé et légitimement on n'aime pas tout, quoi. Mais clairement ça vaut le coup des fois de le montrer à un peu plus de monde parce que il y a des chances que de trouver le bon éditeur, des fois ça prend du temps aussi, et c'est pas parce que ton jeu est nul, c'est juste parce que t'as pas encore trouvé le bon éditeur, quoi. Et justement, c'est un peu en lien avec une question, justement. Je suis un peu sur la discussion, là, il y a des questions. Il y a une question qui te dit tu travailles beaucoup ton image et la communication autour des jeux. Est-ce que cette compétence est reconnue et valorisée par les maisons d'édition? Alors, reconnu et valorisé, pas trop. Enfin, je sais, mes contrats sont pas signés avec un pourcentage supplémentaire parce que je dois en parler sur Twitch. Malheureusement, je serais assez chaud. Donc c'est pas valorisé dans ce sens-là. Après, il y a vraiment un truc c'est clair pour tous les éditeurs que quand tu signes un jeu, tu signes aussi son auteur. Et j'entends par là pas il va communiquer, ça va avoir un impact, ou son nom va faire vendre, parce que globalement aujourd'hui, à part Bruno Catala, et encore c'est vraiment léger, un nom d'auteur ça va pas être suffisamment significatif en termes de vente pour que ça vaille le coup, en fait. Personne va se dire tiens, j'achète ce jeu à l'aveugle parce que c'était l'auteur, ou alors c'est trop léger pour que ça ait un impact. Par contre, tu sais que quand tu signes un jeu avec Bruno Catala, ou pour sortir de l'exemple de la modestie, ou avec moi, normalement je vais faire le taf jusqu'au bout. Que je vais répondre aux mails, je vais aller aux réunions si nécessaire, et par extension, je vais aussi communiquer au moment de la sortie, ce qui rajoute un petit boost de visibilité, mais qui n'est pas très significatif. Donc j'ai l'impression que ce plaisir de communiquer, parce que je le fais vraiment parce que je kiffe, hein, pour le coup, j'ai vraiment pas de plan sous-jacent, hein. Si ça me cassait les couilles, vraiment j'arrêterais assez vite, je pense. Et il y a plein d'auteurs qui fonctionnent sans jamais communiquer. Un mec comme Antoine Boza, il déteste ça, il communique vraiment très très peu. Globalement, il tweet plutôt des gifs de Gal Gadot que des éléments de game design. Ça ne lui a pas trop empêché de réussir, normalement.
Et pour C'est le pas coup, déplaisant non plus. c'est pas déplaisant non plus. Pour le coup, ça lui donne peut-être. Il a peut-être plus de followers grâce à Galgado que moi grâce à mes protos. Mais ça a pas forcément un impact suffisamment notable pour que ça vaille le coup et de se forcer en fait pour le coup. Après, ce qui est certain, c'est que notamment moi sur la communication autour des protos, ça ponctuellement ça aide un peu. Il y a, je pense, 3 jeux que j'ai signés parce que j'ai mis une image sur Twitter en disant oh j'ai fini ce jeu, je suis content, j'ai hâte de l'envoyer. Puis il y a un éditeur qui m'a dit ah c'est quoi, ça a l'air bien. Et puis du coup on a échangé, je lui ai envoyé les règles et puis au final ça l'a fait. Donc ça peut avoir un impact positif, clairement. Ça vaut pas le coup de s'investir à 1000% et de se dire ah, je vais faire ça tous les jours, je vais faire un compte Instagram, je vais envoyer des copies de mon proto à 50 Instagrammeurs, Instagrammeuses pour qu'ils me fassent des retours, etc. Si ça vous fait kiffer, feu, ça sera toujours bon à prendre, mais ça va pas être, ça vaut pas le coup quoi, par rapport à si c'est une vraie grosse contrainte. Quoi. Là, quand tu dis ça vaut pas. Ouais, et en parlant de proto, du coup. Ouais, pardon, vas-y. Excuse-moi, c'est moi. Quand tu dis ça vaut pas le coup, on est d'accord que tu parles toujours d'un point de vue auteur. Ouais. Voilà, c'est tout. Ah, d'accord. T'es prêt à enchaîner, moi? Non, mais par contre, du coup, alors attends, il y a une autre question, du coup, ça va faire une bonne transition. Donc, il dit, c'est Morgan H qui te demande, les playtests virtuels sont-ils fiables pour faire évoluer correctement un jeu ou trop de paramètres sont faussés? Enfin, j'aimerais bien qu'on parle des, je sais pas si, voilà, peut-être toi tu fais pas ça de prototype en version numérique, je sais pas, peut-être tu en fais, peut-être tu n'en fais pas. Dans le groupe des super protos numériques, on aime bien ça. Le nom semble l'indiquer. Ouais. Et voilà, est-ce que tu as une bonne expérience par rapport à ça, une mauvaise expérience par rapport à ça, un avis sur ça? Je sais pas, est-ce que tu envisages de travailler avec ça? Ouais. Je le fais très très peu. Je l'ai fait un tout petit peu. À un moment, on a fait un module TTS pour The Loop sur la fin du développement, parce qu'il fallait qu'on enchaîne un peu les parties en partie avec l'éditeur. Et donc, on avait besoin de pouvoir jouer ensemble alors qu'on était confinés et que c'était pas possible pour le coup. Du coup, je m'en suis un peu servi à ce moment-là. Et on a eu un proto avec la team Kaedama que Ludovic avait fait sur TTS aussi, pour qu'on puisse tester ensemble et puis voir. Globalement, je suis pas très satisfait parce que souvent, je pense parce que j'ai pas d'expérience en partie, mais j'ai vraiment l'impression que je suis trop nul, quoi. J'ai l'impression d'être une vieille dame à qui on a mis des moufles et pour attraper un token à l'autre bout de la table. Puis, j'ai attrapé le plateau et je l'ai envoyé chier. Et puis, j'ai fait tomber la chaise et j'arrive pas. Et donc, ça me frustre énormément. Et du coup, j'ai du mal à aller jusqu'à l'apprentissage et puis l'expérience sur ces outils-là pour être suffisamment à l'aise. Après, j'ai aussi, j'allais dire le défaut, mais c'est pas le bon mot, mais je fais pas mal de jeux qui marchent sur des compétences sociales. Et donc, quand tu fais un jeu, je comprends que tu puisses bosser sur un jeu de placement d'ouvriers gamer un peu compliqué. Un module TTS, ça a parfaitement du sens parce que tu vas jouer et ça va pas changer grand-chose. Un petit jeu de bluff où tu as envie de regarder la tête de la personne à côté de toi quand tu as pioché une carte pour savoir si elle ment ou pas, ça marche pas trop. Et comme moi, je fais plutôt ce genre de trucs ou des jeux de dextérité, globalement, je peux pas trop aller sur ce terrain-là. C'est vrai que la dextérité, ça marche pas bien. Après, clairement, c'est un outil que je trouve formidable et merveilleux. J'aimerais savoir complètement faire et me dire, ok, là, je fais mon module Tabletop Simulator en 30 secondes. Ça prend peut-être pas 30 secondes même quand on sait faire. Mais viens, on te forme. Et c'est ce temps, tu as le temps de formation. Je l'ai jamais pris parce que je me suis toujours dit, ouais, non, en fait, j'ai la flemme et puis j'arrive pas à le dégager pour le coup. Mais clairement, savoir-faire, je pense que c'est un vrai savoir-faire et qui est vraiment valorisable pour le coup. À la fois pour le test et pour le playtest, ça permet de voir plein de choses et de tester plein de trucs. Donc plus sur des jeux où tu n'as pas envie de regarder ton voisin dans les yeux pour voir ce qui se passe pour le coup, mais en fait, c'est pas tous les jeux. Et pour les présentations éditeurs, c'est aussi vachement luxueux. Je sais qu'avec, on parle encore de Bruno Catala, mais avec Bruno, on a fait un jeu qui a été signé pendant le confinement. J'ai jamais joué avec l'éditeur. J'ai jamais joué avec Bruno non plus d'ailleurs. Mais on a joué sur le module TTS et au moment où on a fait la présentation, on avait le module qui était prêt, on a joué avec l'éditeur et puis on a pu discuter, on était en audio sur Discord, on jouait en même temps et puis on a pu lui présenter, on a fait une vraie partie. Nous, ça nous a assuré que l'éditeur il jouait avec les bonnes règles. Ça, c'est un autre problème classique, mais quand on voit un print and play ou un proto, même si tu as bien rédigé tes règles, que tu les as réfléchies à la virgule près pour que tout soit parfait, tu as quand même une chance sur deux pour que l'éditeur il se viande et qu'il joue mal, pour le coup. Et moi, j'ai préférence vraiment à jouer en festival pour ça, d'être là sur la partie pour expliquer les règles et s'assurer que tout se passe bien.
Mais le module Tabletop Simulator, alors je parle que de TTS parce que c'est le seul que j'ai expérimenté, mais je sais qu'il y a d'autres trucs qui sont peut-être mieux même. Même si j'ai joué un peu sur... on a eu un autre projet où l'éditeur avait modé sur Tabletopia, et on a joué un peu, mais c'était particulier parce qu'ils étaient dans un autre pays et il fallait qu'on débug des trucs avec eux. Mais bref, mon avis, c'est si vous savez faire, c'est une vraie force. Donc, trop cool, utilisez-la. Pour présenter aux éditeurs, ça peut être un vrai truc. Attention, ça biaise forcément un peu les sensations de jeu quand le jeu est pas trop froid pour le coup, parce que la partie, elle se passe quand même pas comme autour d'une table. Mais des fois, c'est pas grave. Il y a des mécaniques qui sont impossibles à transposer effectivement dans TTS. Effectivement, tout ce qui est simultané, tout ça, c'est un peu compliqué. Et puis, t'as fait des jeux pour enfants en plus, où là, ça me paraît impossible à faire. Pareil, c'est pas... Ça restreint les mécaniques. Mais notamment, et moi, c'est vraiment pas un terrain sur lequel je me balade trop, donc je le maîtrise mal, mais sur les jeux gamer, experts, avec plutôt généralement pas d'interaction matérielle forte, c'est vraiment, je pense, un outil qui est merveilleux pour ça, quoi. On a que des joueurs gamers en plus dans le truc, quoi. Entre tous les protos de postes d'ouvriers, de machin, de trucs là. Et du coup, tes protos, c'est quoi? C'est 3 traits sur un bout de papier, ou tu essayes de trouver des images un peu jolies? Au début, c'est moche. Quoi. Mes premiers protos, alors je crois que j'en ai pas qui ressemblent à des trucs encore moches là sous la main, mais les premiers trucs, généralement, soit je les bricole à la main, mais après, je soigne particulièrement mes protos. C'est un truc que j'aime vraiment faire. Je peux vous montrer les trucs, en fait. Allez. Suspense. Qu'est-ce que je peux attraper? Très bonne question. J'avais vu les cartes de Tucano, et elles sont en flat design très proche du jeu qui est sorti, mais parce que si il l'avait designé pour coller à la gamme de l'éditeur, et donc du coup le jeu et le proto se ressemblent énormément. Généralement, moi je fais une couve à la fin, donc je fais un mini logo, je mets les infos, je fais un truc, ça c'est un jeu pour les 4 ans, donc c'est pour ça que c'est un peu tout mignon. Okay. Et je récupère, ça c'est un que j'ai récupéré à l'atelier avant qu'il parte à la poubelle parce que personne ne voulait plus jamais y jouer de toute sa vie. Et donc j'ai récupéré la boîte pour faire une boîte de proto, et j'aime bien avoir des boîtes un peu propres. Je bosse énormément avec, on peut le voir si je tire un peu, sur du papier autocollant. Je l'imprime sur du papier autocollant, je découpe et je colle. Mais ce qui fait qu'à la fin, je me suis un peu embêté, enfin pas trop embêté parce que je m'éclate, à faire un peu de graphisme pour que ma couve elle soit propre. Et derrière, bon là, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est que un jeu de cartes. Mais j'ai fait un petit dos de cartes sur les cartes qui avaient de l'importance. Autrement, c'est des cartes slivées avec une carte magique dedans pour que ça soit épais et découpé. Et mon graphisme, globalement, il est tout simple. Mais je me suis effectivement embêté. Bon, là, je suis aussi parti des images pour faire le jeu, mais à trouver des beaux pingouins et des beaux poissons pour que ça marche bien. Qui joue de la guitare électrique. Tu privilégies le sleeve au plastifier tes cartes? Ouais, j'aime vraiment beaucoup plus parce que ça se recycle presque à l'infini en fait. Donc j'ai cette tendance-là. Puis comme je suis un ancien joueur de Magic, j'avais déjà une boîte dans laquelle il y en avait 10 000, donc j'avoue que je les ai récupérés. Effectivement, tout de suite ça joue. Ouais. Et après, moi j'utilisais énormément ce format de boîte-là, le format Exit que j'aime bien. Parce qu'en fait je joue tous les Exit et à la fin je jette le matériel et je garde la boîte. Du coup je fais souvent mes protos dedans. Mais là c'est mes derniers protos, donc je me suis fait plus plaisir que la moyenne. Mais j'ai presque une ligne éditoriale des protos. J'essaie de faire des tranches qui se ressemblent un peu. Avec des infos au même endroit. Mais je vais plus. Ils sortent pas de ça première minute, quoi. Il y a quand même des versions moches. Non. Clairement, là, c'est le moment. En fait, moi, je fais la couve et c'est un peu un moment un peu ritualisé dans mon espace créatif. Mais au moment où je me dis, je peux montrer le proto. Avant ça, si je vous attrape un truc moche. T'es habillé la mariée, quoi. J'adore la préparation des tranches des protos, c'est genre il y aura des T, H, P, O et tout, et à la fin il y aura le Théo Rivière sur tous les mecs qui auront acheté. Ça c'est une boîte de proto pas terrible encore. Ah, c'est splendide. Donc avant c'était une boîte de proto de domination là, qui est sortie chez Holy Grail, sur lequel on a fait du développement avec Kaedama. Et puis pour l'instant, c'est un jeu pour enfants avec des tentacules, alors ça s'appelle Tentacule. Ah ouais. Mais pour l'instant, j'ai rien fait, et même dans la boîte, il y a du matos, et globalement, c'est du matos que j'ai
jeu qui est posé à l'arrache, qui n'a pas forcément de rapport. Pour l'instant, je me suis pas embêté à faire des trucs. Mais après, ça où? De quoi? T'as acheté ça où, le matos? C'est soit surtout pour le jeu, soit c'est des morceaux de vieux jeux, de trucs que j'ai récupérés de ci, de là. Vraiment, tout ce qui est là, c'est à la fois, je marche aussi énormément avec des dés vierges. Bon, là, c'est très gros pour faire des jeux pour enfants, mais des dés en bois sur lesquels, pareil, je mets de l'étiquette. Mais j'ai aussi une tétrachier de dés qui viennent de je sais plus où. Ça, c'est quoi, du King of Tokyo. Ça, c'est des dés de jeux de rôle. Ça doit être des dés de craps, d'une mallette de poker ou une connerie. Ça, c'est un dé sur lequel on voit il y a 3 couches de proto différentes. Il y a un truc, par-dessus un truc, par-dessus un truc. Ah oui, normal. C'est trop crade. Et après, j'ai quelques matos, notamment là, ça, c'est ces pions-là qui sont empilables et où il y a plein de couleurs. Il y en a 500, ça doit coûter 30 balles, surtout pour le jeu. Je m'en sers dans un quart de mes protos, je pense. Dès que j'ai besoin de points de victoire, et qu'on va pas compter jusqu'à 1000, parce qu'autrement, ça fait beaucoup trop de pions, mais de points de victoire, et j'ai besoin d'en avoir une dizaine, je prends ceux-là, puis je les mets dans le proto, et puis avant de l'envoyer à un éditeur, je les remplace par des tokens imprimés, découpés, ou alors des trucs un peu plus à l'arrache, pour pas qu'ils me les volent à la fin. Énormément, c'est vraiment un des trucs, ça me permet de faire des protos un peu vite. Et après, dans les outils, si vous avez envie d'aller un peu plus loin et d'investir, moi j'ai une imprimante 3D, ce qui permet de faire, genre quand j'ai besoin de faire des nipples avec une forme un peu bizarre, là genre j'ai un proto sur le thème d'Halloween que j'arrive pas à faire, mais j'ai fait tous les pions. Je sais pas encore comment on va jouer à ce jeu, mais j'ai fait les pions à un moment ou à un autre. Du coup, ça c'est vachement pratique. Et j'utilise beaucoup. Est-ce que je peux vous l'attraper? Ouais, je peux vous l'attraper. Tac. Il est en train de faire le déménagement comme ça. C'est un vrai investissement un peu cher au début, mais un petit modèle, mais ça coûte quand même 300 balles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est un outil pour découper des tokens. Pour faire des joints quand on est plombier, je crois. En pratique, ça ressemble à un gros truc comme ça sur lequel on met des lames qui sont donc là, si j'appuie mon doigt très fort, je perds mon doigt, donc je ne vais pas le faire, mais vous imaginez. Qui derrière te fait un espèce d'emporte-pièce rond. Tu le poses sur moi j'utilise énormément du carton de 2 mm pour faire des tuiles ou des trucs un peu quali, un peu agréables à manipuler. Et là, si je me pose dessus et je tape, à la fin, ça me fait un résultat qui ressemble à ça. Donc là, c'est un proto sur lequel je bosse où je veux un plateau contre-collé, donc un truc un peu sympa comme ça. Mais je le fais aussi beaucoup dans l'autre sens où ça me permet de sortir le truc que je viens de puncher et ça me fait un token tout rond, tout propre, super clean, sur lequel j'ai pu mettre exactement ce que je voulais. Ça, c'est vraiment Mais je crois que c'est Greux Games qui avait fait une vidéo pour présenter ce genre d'outil, justement. C'est ça, c'était Greux Games, je sais plus où je l'avais vu, mais c'était chez Greux Games, ouais. Ah, c'est possible, il y a une espèce de... C'est Sébastien Pochon, qui est le découvreur de cette méthodologie, qu'il a transmis évidemment à Bruno Catala, qu'il a évidemment transmis à tout le monde, et donc on se passe. Et clairement, moi, il y a un moment, je me suis dit, je vais jamais acheter ça coûte 300 balles, c'est mort, quoi, les gars. De questions que j'achète. Mais clairement, ça a changé ma manière de faire des protos. J'ai mis un temps considérable, et ça fait des protos tout de suite vachement plus propres, parce que ça fait des tokens ronds, parfaitement jolis, tous à la même taille. Et en fait, ça fait un peu de bruit, c'est un peu chiant quand t'as des voisins. Mais ils m'ont jamais engueulé. Mais ça permet d'aller assez vite et de faire très très vite un truc un peu qualitatif qui donne envie, quoi. Et juste les embouts, ça suffisait pas? Non, il faut que tu puisses taper dessus très fort. Ah d'accord, très bien. C'est de bourrin, quoi. L'autre morceau de l'outil, c'est ça, quoi. C'est le marteau. Ouais, bah oui, normal. Bon, taper à la masse. Quoi. Ouais, mais ça fait des protos quali, mais qui reviennent effectivement quand tu dois en envoyer 20. Ça, c'est le plateau de découpe. Après, le carton plume, ça va, ça reste assez accessible. Ah oui, il a vécu. Il a pris des coups. Ouais. Après, c'est rare que j'envoie 20 protos pour le. Pardon, je suis loin, donc pas sur mon temps. C'est rare que j'envoie 20 protos, déjà parce que effectivement c'est chiant en fait de faire 20 protos, donc souvent j'ai pas envie. Aussi parce que j'essaye de cibler le mieux possible les éditeurs à qui j'envoie. Donc généralement, je crois que je suis pas mauvais en ciblage, donc c'est assez fréquent que je monte mon jeu à 2-3 éditeurs et puis que j'ai trouvé celui avec qui ça a scalé, avec qui ça allait le faire, etc. J'ai pas eu beaucoup de protos où j'ai montré à plein d'éditeurs, où dans ce cas-là, je suis allé un peu doucement,
Et donc, souvent, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me renvoyer le proto? Ils disent pas tout le temps oui, mais des fois, je les récupère. Donc, des fois, ils tournent un peu comme ça. Ou des fois, j'arrive à négocier d'envoyer plutôt un print and play qu'un proto. Et ça, pareil, ça fait gagner un peu de temps. Alors, c'est plus facile avec un jeu de cartes qu'avec un jeu dans lequel il y a 200 pions et des trucs ronds, hein, parce que pour le coup, des fois, ils le feront pas. Et ça, c'est un autre truc qui, je pense, que j'ai un peu gagné avec le temps, je pense. C'est avec l'expérience, quand les éditeurs ils reçoivent un mail où je leur présente un proto, comme généralement ils me connaissent, ils vont souvent le regarder un peu plus vite que les 5 autres qu'ils ont reçus dans les 5 dernières heures. Et je sais pas si j'ai gagné un peu le droit de faire des print and play, mais c'est plus facile pour moi de dire, par contre, je suis désolé, je peux pas t'envoyer un proto tout de suite, donc je peux t'envoyer un print and play si tu veux le tester vite. Autrement, je te l'enverrai, mais plutôt dans 2 semaines. Et j'ai gagné un peu cette assurance-là et le fait que ça passe peut-être un poil mieux quand je le dis, je sais pas. Et d'ailleurs, il y a une question de Emric là qui peut pas poser directement, mais du coup je vais poser à sa place. Si on n'a pas un niveau pro entre guillemets en design illustration, qu'on peut faire des composants, cartes plateau, etc. corrects, mais pas pro, est-ce que ça a un intérêt à part aider à vendre notre jeu aux éditeurs? Je suppose que la plupart des éditeurs voudront engager un professionnel du design pour tout refaire. Ah ouais, à fond, hein, moi les protos où là je me suis fait chier à faire cette belle couve, à créer le logo, à essayer de réfléchir. Bon, déjà l'image je l'ai volée sur internet, donc on peut pas s'en servir pour faire la couve à la fin, elle n'est pas à moi. Ouais. Et c'est 100% sûr que l'éditeur il va tout refaire, quoi. Après moi c'est un des trucs qui me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment plaisir à faire du graphisme, à réfléchir à l'ergonomie, etc. Donc généralement c'est un truc sur lequel je m'amuse et c'est pour ça que je le fais. Et deux, un moyen, en fait il y a 2 trucs derrière. Il faut pas négliger que, je sais pas comment bien le dire, alors je vais mal le dire en étant un peu provoque volontairement, des fois les éditeurs ils sont vraiment nuls. Et donc il y a quand même quelques éditeurs, ils vont prendre ton proto, ils vont le faire illustrer par quelqu'un, et hop, ce sera fini. Et donc ils ont fait un peu la même chose en bien. Et donc si toi t'as pas réfléchi un peu l'ergonomie au préalable, l'éditeur des fois il va pas plus réfléchir que ce que tu as fait, quoi. Donc j'essaye de réfléchir à l'ergonomie de mes cartes et la manière dont les éléments vont s'agencer, pour que quand l'éditeur le signe, si jamais il le signe, ça soit déjà un peu pré-mâché et que ce travail soit un peu plus agréable. Et le truc, c'est à la fois pour les tests, mais aussi pour le moment où l'éditeur y joue, il faut que ton expérience de jeu, elle soit la plus proche d'un truc génial possible. Et pour que ton expérience de jeu, elle soit la plus proche d'un truc génial possible, si l'ergonomie, elle est bien, si l'affordance, elle est correcte, si ton thème, il est un peu cool, ses illustrations, elles sont un peu sympas, si les pictos, ils sont super clairs, en fait, ça aide à l'expérience de jeu et donc tu as plus de chances d'être signé à la fin. Donc, à la fois, ça sert un peu à rien et à la fois, ça sert. Après, clairement, mon premier jeu, quand je l'ai présenté à l'éditeur, ça remonte un peu, et je te rejoins, Hervé, hein, le milieu a aussi un peu évolué sur ça parce qu'il y a de plus en plus de propositions. Mais c'était des morceaux de papier découpés à la main sur lesquels j'avais écrit Ninja Bleu. Et j'avais la flemme de mettre le texte sur toutes les cartes, c'était un peu long, donc j'avais fait une aide de jeu. Lorsque vous jouez 2 ninjas bleus, tel effet. Lorsque vous jouez 3 ninjas bleus, tel effet, quoi. Et clairement, le proto, il était mais schlagos puissance 1 million. Et ça n'a pas empêché l'éditeur de se projeter et de se dire ouais, ça me plaît, je vais le faire, quoi, pour le coup. Donc c'est vraiment en fonction de votre envie, en fonction du temps que vous avez envie d'y consacrer. C'est toujours un plus. C'est-à-dire que je pense que c'est toujours un petit plus dans la balance de est-ce que l'éditeur va le faire. Mais si ton jeu il est génial, même s'il est moche, l'éditeur il le fera quand même, ça ne changera pas, quoi. Et est-ce que toi, tu as un pouvoir de décision pendant l'édition du jeu, j'en sais rien, sur l'illustration, sur des choses comme ça? Ouais. Il faut, en fait, non, mais il faut le prendre. C'est-à-dire que contractuellement, il n'y a rien. C'est assez rare que ça apparaisse, le fait que tu puisses donner ton avis, etc. Moi, je signe plus facilement et je présente mes protos plus facilement à des éditeurs qui vont un peu m'impliquer dans ce process-là. Parce que c'est important. Parce qu'en fait, à la fin, il y a mon nom sur la boîte, donc si c'est moche, je ne vais pas trop l'assumer. Parce qu'à la fin, il y a mon nom sur la boîte, donc si d'un coup, il y a des blagues douteuses, je ne vais pas l'assumer non plus, quoi. Donc il faut un truc sur lequel je me sente à l'aise. Et parce qu'en fait, c'est un truc que j'aime vraiment bien. Après, c'est un peu comme être trop confiant, être pas assez confiant. Il faut réussir à trouver sa place et être un bon atout pour l'éditeur. Je peux te donner des conseils, je peux en discuter avec toi, je suis prêt à le faire, mais il ne faut pas non plus arriver sur l'extrême inverse de l'auteur ultra casse-couille, et il y en a vraiment, qui va dire « J'aime bien, mais c'est dommage que le picto il soit magenta, s'il était rose un peu plus fuchsia, je pense que ça me plairait un peu plus. » Et comme illustrateur, j'ai pensé au mari de ma tante, parce que quand même, il cherche du boulot, et un juste milieu où à la fin, moi j'aime bien être impliqué et j'aime bien donner mon avis.
mais je ne fais que donner mon avis, quoi. C'est pas moi qui décide, autrement, c'est moi qui paierai aussi, quoi. Donc, il y a un côté de je donne mon avis, si l'éditeur il n'est pas d'accord, en fait, j'ai donné mon avis, on en discute s'il y a besoin d'en discuter, mais à la fin, c'est lui qui assume aussi ça en grande partie, quoi. Il y a des choses qui seraient des deal breakers, hein. Si demain on me dit, j'ai pas de bon exemple, mais typiquement, moi je suis je suis vraiment féministe. Si on me dit, ton jeu, la couverture, ça va être une nana en bikini armure, je vais dire, en fait, pardon, hein, mais si tu fais ça, je veux pas faire ce jeu, quoi. Donc c'est mort. C'est absolument impossible. L'éditeur pourrait quand même le faire contractuellement. Mais après, moi, je pourrais dire, ok, je vais dire à tout le monde que ce jeu est passé et qu'il faut pas l'acheter parce qu'en fait, il est pas terrible, quoi. Donc il y a une espèce de truc où il faut réussir à trouver sa place. En pratique, là, je dépeins des situations extrêmes qui arrivent pratiquement jamais, hein. Globalement, moi, ça s'est toujours bien passé. Le seul exemple que j'ai un peu en tête où c'était pas de ouf, c'est Djeko, avec qui j'ai fait 2 jeux chez Djeko. Et pour le coup, c'est plus, ok, voilà le jeu, gros bisous. Et puis 6 mois plus tard, on te dit, ok, voilà les illustrations, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Ah, de toute façon, c'est trop tard, c'est déjà parti en prod. Tu peux pas trop donner ton avis. Après, maintenant, quand je propose des jeux à Djeko, j'y vais en connaissance de cause, quoi. Je sais que je vais pas être consulté sur cette partie-là. C'est pas forcément l'éditeur vers qui je vais en premier, en partie à cause de ça, pour le coup. Ouais, ça t'a freiné un peu dans tes démarches, quoi, du coup. Clairement. Après, c'est une question d'expérience. Surtout quand tu rattaches la mécanique au design, du coup, qu'il envoie balader le design comme ça, tu te dis, Iléa, en fait, vous avez perdu une partie de pourquoi vous avez aimé le jeu, quoi. Ouais, clairement, ouais. Pour le coup, c'est... Puis ouais, comme je réfléchis et que j'essaie que tout soit effectivement bien imbriqué. C'est chiant, mais des fois, t'as des trucs un peu... Et c'est pour ça qu'il faut être aussi un peu vigilant, mais des fois, l'illustrateur, il a décidé que ce côté du plateau, il était vert plus que marron parce qu'il trouvait ça plus joli. Mais en fait, les gars, le fait que ça soit marron, ça avait une importance dans la manière dont on jouait au jeu. Donc, pardon, mais non, il faut que ça redevienne marron tout de suite, quoi. Et des fois, tu as quelques mauvaises surprises. Il y a quelques jeux où c'est un peu merdé pour des raisons de cet acabit. Donc, faut être. C'est pour ça que j'aime bien être impliqué aussi, parce que il y a un moment, ton jeu, t'en as fait plus de parties que la plupart des gens autour du monde. Et donc, tu es un peu le meilleur pour donner ton avis sur toutes ces questions-là, quoi. Et ça t'est arrivé d'avoir un jeu qui a été totalement rethématisé par l'éditeur ou pas encore? Un peu, pas totalement. Typiquement, la maison des souris, ça s'appelait la cabane de sorcières, et c'était, on regardait dans une maison de sorcières, et c'est devenu on regarde dans une maison de souris. J'ai une malédiction des jeux de sorcières parce que Détective Charlie s'appelait Sherlock Witch, et on était une petite sorcière, et on est devenu une petite chatte dans un univers animalier. Moi, ma politique, on dirait que d'un coup, je suis très sérieux. Moi, mon avis sur ça, c'est je préviens les éditeurs que je suis parfaitement OK pour un nouveau thème s'ils me le proposent et qu'il est mieux, en fait. Souvent, quand j'arrive, mon thème, il est réfléchi et je l'aime bien. J'ai pas la science infuse et je suis pas le meilleur du monde, donc tellement il me propose un thème et je me dis, ouais, grave, c'est mieux, ok, ça me va très bien. S'il me propose un truc et que c'est pareil ou moins bien, je vais me battre bec et ongle pour conserver mon thème. Genre des nanas en bikini armure qui se battent, quoi. Voilà. Après, pareil, c'est pas si fréquent que ça, pour le coup. En ce moment, il y a 2 protos qui tournent où il y en a un, c'est sur la production du champagne et l'autre, c'est sur la horde du contrevent. Et j'ai regardé un peu les deux, j'ai joué aucun des deux, mais je me dis que tu peux pas retirer le thème. Ils ont construit le jeu autour du thème et du coup, alors je sais pas quelles sont leurs ambitions, mais je me dis que voilà, le champagne, je suis pas sûr qu'ils te laissent faire ce que tu veux avec leur nom, et la horde du contrevent, c'est sûr. Donc c'est vrai que du coup, c'est compliqué de s'embarquer là-dedans si tu veux vraiment le sortir, quoi. Ouais, clairement, c'est notamment sur les licences, même si, ouais, si, Champagne, c'est une licence aussi, en fait. Je pense. D'une manière générale, c'est toujours un peu délicat parce que, voilà, moi, typiquement, j'ai un proto, ouais, j'en ai parlé à personne, j'ai un proto de jeu de course. Pour l'instant, l'habillage avec mon co-auteur, c'est plutôt Mario Kart, parce que, en fait, c'était facile pour nous de trouver des assets graphiques et ça représentait bien le thème du jeu. Là, on va commencer à le présenter aux éditeurs parce que c'est tout chaud. On sait que personne n'aura la licence Mario Kart et on n'a vraiment pas l'ambition que quelqu'un essaye de la choper parce que c'est Nintendo, c'est le Japon, c'est dur. Notre jeu, il est peut-être un peu trop compliqué par rapport à la licence. Je sais pas, en tout cas, on sait qu'il y a peu de chances que ça soit un jeu Mario Kart à la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait chier à tout rhabiller pour montrer aux éditeurs? Regardez, c'est un jeu de course, donc ça peut être autre chose que Mario Kart, ça nous irait très bien. Est-ce qu'on espère que les éditeurs ils vont pouvoir se dire ah ouais, on se projette sur autre chose? Ou est-ce qu'on accepte qu'il y a peut-être des éditeurs qui disent on a bien aimé, mais on peut pas avoir la licence? Ouais, mais autre chose, c'est pas grave, quoi. Donc on est un peu bloqué sur ça. Donc c'est important quand on part sur une licence de se dire elle restera pas presque à coup sûr, quoi. C'est très rare d'arriver au bout.
Au pire, tu mets des chèvres qui font des courses de baignoire. baignoire, et puis voilà, quoi. Ça marcherait en plus. Mais moi, ça me rappelle. J'interviens très rapidement parce que j'ai aussi une question après. Vas-y. Moi, je me souviens d'un exemple que tu avais donné en live, Théo, qui était le jeu Shamans, qui était, si je me trompe pas, un jeu à licence en fait en tant que proto, et Ouais, qui est c'était devenu Blade par Runner. la suite avec un. Tout à C'est fait. ça. Et moi, ma question, c'était plutôt. Donc, j'ai beaucoup aimé les exemples que tu as donnés sur le fait essayer quand même d'avoir un œil sur les changements de thème, ce genre de choses, pour éviter d'avoir un produit final qui, au final, ne correspond vraiment pas du tout à ce que tu voulais transmettre. Mais comme tu le dis toi-même, tu commences à avoir quand même une bonne carrière et un bon nom. Comment tu conseillerais un jeune auteur qui présente son proto pour la première fois à un éditeur et que l'éditeur lui dit OK, on te voit pour un contrat. D'après toi, quels seraient les mots, les phrases pour amener ça ou les choses à proposer pour quand même avoir un petit droit de regard dessus pour éviter les mauvaises surprises? Tu parles de ta situation. Alors j'ouvre un onglet parce que j'ai un bon exemple où il y a un jeune auteur qui m'a contacté sur Insta. On a un peu discuté parce qu'il signait son premier contrat et il voulait un peu des retours sur qu'est-ce qui était OK et qu'est-ce qui n'était pas OK. Donc on a discuté de ça et je trouvais qu'il avait bien formulé son truc. Et la réponse de l'éditeur était vraiment bien aussi. Donc globalement, les éditeurs, ils sont assez. C'est vraiment très très rare qu'un éditeur te dise non, c'est mort, tu pourras pas regarder. Donc faut pas hésiter à en glisser un mot, mais la plupart du temps, on est quand même bien tenu. Aussi parce que c'est des moments de partage qui sont assez chouettes. Le moment où tu reçois les premiers croquis, le moment où l'illustratrice elle les choisit, etc. Tout ça, c'est vraiment chouette. Il avait mis côté premier auteur et hâte de découvrir ce monde ludique. Est-ce que par curiosité, je pourrais être tenu au courant régulièrement des avancées ou autres? Et donc vraiment avoir ce côté, il est passé par l'angle, je veux être tenu au courant, et glisser un mot, est-ce que je pourrais donner mon avis? C'est assez mal dit là, mais un truc dans le genre, c'est vraiment pas choquant. Et là, par exemple, bon, pareil, je vous partage ça, c'est pour vous, hein, mais l'éditeur lui a répondu: «Je n'envisageais pas autre chose, nous travaillons pour ton patrimoine et pas l'inverse». Je trouvais que c'était la meilleure réponse de tous les éditeurs. C'est classe. Quoi. Ça m'a donné J'adore envie, cette réponse. ça m'a donné envie de bosser avec l'éditeur rien qu'en lisant ça, quoi. Pour le coup, il est dans ma to-do list des protos plus haut grâce à cette phrase. Et pour le coup, ouais, non, globalement, les éditeurs, ils sont vraiment, vraiment OK. Moi, si je reprends mon premier jeu, j'ai retrouvé un moment en faisant de l'archivage de mails. J'avais envoyé un mail à l'éditeur en disant: ah, pour les illustrations, je sais pas ce que t'en penses, mais j'aime bien Xavier Colette et Nayad. Ouais, j'étais un peu naïf. Bon, c'est quand même Nayad qui a illustré le jeu à la fin, mais il y avait un côté de bon, je prends un peu les deux meilleurs du marché. Et je dis: oh, moi, j'aime bien les deux meilleurs, qu'est-ce que t'en penses? J'avais pas trop réfléchi, mais clairement, j'avais envoyé juste un mail disant tiens, j'aime bien ces personnes-là, qu'est-ce que t'en penses? Et derrière, l'éditeur avait fait des allers-retours avec moi, Purple Brain à l'époque, en me disant tiens, moi j'ai pensé à lui, ah tiens, on pourrait changer le thème. Donc c'était des ninjas, on a failli passer sur un thème un peu mafieux. Ah, j'aimerais même partir sur un thème mafieux, regarde, ça ressemblerait à ça, qu'est-ce que t'en penses? Vraiment, on a échangé, et la plupart des éditeurs, je pense, sont vraiment dans l'échange plutôt que dans je t'impose un truc, et puis c'est parti, c'est comme ça, et puis on sait pas autrement, quoi. Ok, merci Théo. Mais ça vaut le coup de glisser un mot au moment où ça commence à se contractualiser j'ai envie, est-ce que c'est OK pour toi? Et globalement, ouais, je pense qu'il y aura peu de portes fermées sur ça. Ok. Merci. Il y a une petite dernière question de Mathieu là avant qu'il parte. Il a juste mis une petite question sur la rémunération de l'auteur. On attaque le sujet. Est-ce qu'il y a une fourchette de rémunération? Est-ce que ça varie beaucoup selon les éditeurs? Et quelle est la marge de négociation? Ça varie pas mal entre les éditeurs, mais pas celle que je maîtrise le mieux parce que ça a été la même pendant des années, elle a un peu changé maintenant. Mais généralement, on touche de l'argent sur le chiffre d'affaires de l'éditeur. Le chiffre d'affaires de l'éditeur, c'est globalement le prix auquel il a vendu le jeu à son distributeur. Donc si je vous refais un peu la chaîne, il y a une boutique qui vous a vendu le jeu, cette boutique, elle l'a acheté à un distributeur, qui l'a acheté à un éditeur, qui lui s'est occupé de la production. Donc généralement, pareil, je prends des chiffres assez larges, c'est un peu plus fin que ça, vous en doutez. Mais une boutique, elle a acheté le jeu à peu près 50% de ce que le jeu est vendu hors taxe. Donc on va prendre un jeu qui est vendu 20 €, elle l'a acheté globalement 10 € au distributeur, qui lui va toucher globalement entre 30 et 35% de ce que l'éditeur lui a vendu. Il va prendre cette marge-là. Donc ce jeu à 20 €, il aura été vendu 7 € à l'éditeur. Au distributeur, pardon. Nous, généralement, sur ce prix de vente-là, on va toucher entre 6, et c'est pas terrible quand c'est 6, et 10, et c'est très bien quand c'est 10,
du prix de vente au distributeur. Par boîte, évidemment, mais au final de ce chiffre d'affaires global. L'autre méthode de calcul, elle est sur le prix de vente, le prix public hors taxe, ce qu'on appelle le PPHT. Ce qui est un peu compliqué dans le monde du jeu, c'est, vous le savez, contrairement au monde du livre, où c'est la méthode de calcul privilégiée, il n'y a pas la loi Lang qui impose un prix de vente unique pour le prix des jeux. Donc c'est des fois un peu compliqué de calculer, donc au final on calcule sur le prix de vente conseillé. Et sur cette méthode-là, ça revient à peu près à entre 3,2 et 4%. Donc en gros, si vous achetez un jeu, globalement, l'auteur va toucher entre 3 et 4% de ce que vous avez payé. Du prix d'achat en boutique, quoi, c'est ça que tu veux dire? Du prix d'achat en boutique, tout à fait. Ok. Ça varie pas mal. Moi, globalement, je me bats pour toujours être payé 8% du chiffre d'affaires de l'éditeur. C'est un peu la norme acceptable, je vais dire. J'ai un peu l'impression de baisser mon pantalon quand je signe à 7. J'ai vraiment l'impression de faire un très gros effort et il faut vraiment qu'il y ait un truc qui me motive très fort pour signer à 6. En dessous de 6, je signe jamais. C'est-à-dire qu'il y a quelques éditeurs qui proposent 5 ou 4. Dans ce cas-là, même si c'est un éditeur trop cool, même si ça a l'air d'être trop bien, ma réponse, ça sera toujours « Pardon, mais je dois payer mon loyer, c'est absolument mort, ça n'arrivera pas. » Même si le cas est particulier, typiquement sur les jeux à licence qu'on a fait avec la team Kaetama, sur le jeu Naruto par exemple, on a un pourcentage qui est un peu plus faible parce qu'il est impacté par le fait que la licence touche aussi un pourcentage. Donc il y a toujours des leviers de négociation à avoir en tête. Mais derrière 8%, c'est un peu la norme, il faut plutôt partir sur ça, il faut essayer de se défendre sur ça. Un truc qui est important, c'est que c'est un peu la norme pour tout le monde. C'est-à-dire que mon premier jeu, je l'ai signé à peu près à 8%, qui avait une méthode de calcul encore différente que je vous décris pas. Mon 40e jeu, je l'ai à peu près signé à 8%. Dire « Ah, c'est ton premier jeu, je te fais un contrat pas terrible », c'est pas un bon argument et il faut pas l'entendre, quoi. C'est pas un truc... Et surtout, vous, faut pas arriver en baissant un peu votre culotte en disant « C'est mon premier jeu, s'il vous plaît, vous donnez-moi un contrat. » C'est un truc que je répète souvent, mais moi j'ai du mal à le concevoir et c'est un peu dur à avoir en tête quand on fait des jeux au début. Quand un éditeur il signe votre jeu, il vous rend jamais service. C'est jamais un cadeau qu'il vous fait. C'est très chouette, à la fin, il gagne de l'argent. Et donc s'il le signe, c'est parce qu'il se dit je vais sûrement en vendre plein et je vais gagner de l'argent avec et ça va être rentable dans ma méthode de calcul. Et donc, ça n'empêche pas que ça soit des belles relations de travail, hein. Demain, il y a Seb de Catch-Up qui m'appelle parce qu'il a tué quelqu'un et il faut que je l'aide à l'enterrer dans son jardin. Je pense que j'appelle quand même la police parce que ça me fait trop peur. Mais dans l'absolu, il a toute ma confiance. Et si demain je me marie, j'invite Seb de Catch-Up à mon mariage, quoi, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un en qui j'ai suffisamment confiance à ce niveau-là. Quand il a signé The Loop, il m'a pas fait un cadeau, vraiment pas, quoi. Son but, c'était de générer de l'argent pour son entreprise. Donc ça, faut pas arriver au moment de cette négociation en position un peu de faiblesse et de « Oh, merci, puissant éditeur, d'enfin amener mon jeu sur les étals. » Et c'est super dur, parce que moi, à la fin, mon but premier quand je fais un jeu, c'est pas tant de me dire « Je vais gagner du pognon avec », mais c'est de me dire « Trop bien, un jour, il y a quelqu'un, il aura une boîte, il jouera avec, et ça va être trop cool. » Et ça, c'est mon moteur premier. Donc, faut réussir à pas l'oublier que c'est vraiment jamais un cadeau. Et donc, il faut pas complètement se faire avoir par des pourcentages qui sont délirants. Les autres trucs qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que de plus en plus, et moi c'est un truc que j'essaie de négocier et qui se négocie peut-être un peu plus facilement, les éditeurs acceptent d'avoir des pourcentages évolutifs. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de boîtes qui auront été vendues au jeu, tu toucheras un pourcentage qui est un peu différent. L'idée derrière ça, c'est que si le jeu marche, c'est cool, ça fait que ta part de gâteau elle est un peu plus grande. Et si le jeu est produit plusieurs fois, il y a pas mal de coûts qui ont été amortis par l'éditeur. Typiquement, l'illustrateur, l'illustratrice, on lui paye une grosse enveloppe de départ. Des fois, il y a un petit pourcentage, mais on va l'évacuer de cette équation. Tu payes une grosse enveloppe de départ, et puis cette enveloppe, elle est très chère pour la première boîte, elle est beaucoup moins chère pour la 30e 1000 boîtes, quoi, parce que ça a été dilué. Tout comme il y a des frais d'outils aussi dans la création d'un jeu. Quand tu as du matériel un peu bizarre, il y a un tooling qui a été construit par l'usine. Cet outil, il a été payé par l'éditeur, et puis pareil, il faut le changer de temps en temps, mais globalement, c'est quand même... Donc, il a été amorti. Donc, essayer de négocier un truc genre... Moi, je sais que si un éditeur me dit « Ah, je te propose 7%, je vais dire « Ah, fais chier, est-ce que tu ferais pas 8 ?» Et il me dit « Ouais, non, c'est chiant, 8, c'est trop. » Je vais dire « Autrement, on fait 7. Puis dès qu'on a vendu 20 000 boîtes, on fait 8. Et puis dès qu'on a vendu 50 000 boîtes, on fait 9. » Avec des nombres de boîtes qui dépendent de l'éditeur, de plein de facteurs, etc. Et c'est aussi un truc de négociation. Mais le pourcentage évolutif, c'est un truc qui passe assez bien en termes de négo et qui permet à la fin de, si le jeu marche, de gagner un peu plus de sous. Je crois que j'ai oublié un truc. Non, je crois que je vous ai dit plein de trucs sur ça. Parce qu'il y a Florian aussi qui a une question au point de vue de revenu d'auteur, mais
Je sais pas, il est là, tu veux pas la poser directement? Moi, c'était pour arrêter de couper les gens. Oui, du coup, c'était pour savoir si du coup tu vivais des revenus des droits d'auteur ou si tu avais un métier à côté. Non, moi je suis auteur à plein temps depuis 3 ans maintenant. Ah, Avec, cool. pendant un temps, j'exagère un peu quand je dis 3 ans, parce que 3 ans dans une année où j'ai des droits d'auteur et du chômage, en fait, parce que j'avais le droit au chômage parce que j'avais quitté mon boulot d'avant. Et une année où j'ai également, un peu accompagné, c'est pas le bon mot, la team Kaidama, du coup, notre société à 4, génère un peu de revenus et me rémunère un petit peu. C'est pas des sommes folles, mais ça permet de compléter un peu mes droits d'auteur. Quand je dois résumer un peu ma situation, j'ai vraiment pas trop peur de payer mon loyer ces 5 prochains mois. Je suis encore assez loin de me dire que je vais acheter une maison propriétaire dans 2 ans, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai pas de vie correctement de mes créations, quoi. Mais il a fallu sortir pas mal de jeux pour que je sois assez à l'aise pour le coup. Ah, Et super. alors, pardon, j'ai une question, genre auteur à plein temps, enfin ça c'est pas comment, enfin genre ta journée type c'est quoi? C'est genre 10 heures de création et puis du démarchage pendant 2 heures, ou enfin je sais pas comment tu répartis ton temps. J'aimerais bien. Je sais pas, quand j'essaie de me projeter, j'ai une grosse partie du boulot où c'est des projets qui sont déjà en cours. Parce que mine de rien, c'est un truc qu'on néglige des fois un peu, mais il y a vraiment un aspect où, une fois que ton jeu il est signé, c'est presque le moment où le travail il commence en fait. Parce que du coup, l'éditeur il va faire plein de parties, il va faire plein de retours, il va falloir que tu changes des trucs, que tu développes, etc. Après, donc ça, c'est répondre à des mails, et là, c'est une partie non négligeable de mon boulot. Justement parce que je communique pas mal et parce que j'aime bien communiquer. Répondre aux gens, ça me prend bien 1 heure par jour maintenant de répondre à ce genre de trucs en fait, typiquement. Mais aussi à répondre quelques petits trucs de presse ludique, d'interview, de discussion, répondre à un jeune auteur qui me demande s'il signe son contrat à 4%, c'est bien ou pas, ce genre de choses. Ça me prend aussi un petit peu de temps par jour. Un peu de créa, mais c'est pas la partie la plus longue. Après, du développement, un peu de démarchage, c'est assez varié quand même, mais un peu tout avec des doses un peu différentes. Avec, des fois, je vais être pendant 3 jours sur la créa d'un seul projet parce que pif paf pouf, il faut que je sois à fond sur ce jeu-là parce que je dois finir des trucs et que je suis à la bourre et je vais faire que ça. Des fois, je vais être plus en démarchage parce que j'ai un projet que j'aime bien et c'est parti. Là, si je prends ma journée aujourd'hui, très bonne question. On est parfaitement vendredi. Je me suis levé à 14h. Ce matin, j'avais un rendez-vous plutôt agréable avec un éditeur qui était un rendez-vous de « Ah, on a joué à votre jeu et sûrement le faire ». Du coup, ça m'a bien pris. C'est plutôt les rendez-vous qu'on a envie d'avoir tous les matins. J'en ai pas assez. J'en ai pas tous les matins malheureusement, mais du coup, ça m'a bien pris 1 heure. Après, aujourd'hui, j'ai justement sur ce proto-là, c'est un proto que j'ai envoyé à un éditeur qui a dit non. Il me l'a renvoyé, il va me le renvoyer, mais ça prend du temps, c'est chiant. Il faut que je démarche des nouveaux éditeurs pour voir si quelqu'un d'autre veut le faire. Donc il a fallu que je refasse le proto, et comme c'est un proto avec plein de jetons, plein de trous, plein de trucs chiants et longs à découper, ça m'a pris pas mal de temps. T'as ta machine à 300 balles là, donc c'est bon. Ouais, heureusement que j'ai ma machine. Le jeu n'existerait pas sans cette machine. J'ai géré pas mal de mails et pas mal de dossiers de jeux sur lesquels il y a un peu de dev à faire, etc. Après, moi, j'ai tendance à être, et ça dépend aussi pas mal des auteurs, mais je suis un auteur qui bosse sur beaucoup de projets en même temps et à la fois. Donc, globalement, je vais souvent papillonner d'un autre, et souvent, une tâche va me donner une autre tâche, et une tâche va me donner une autre tâche. Typiquement, pour reprendre mon exemple, parce que c'est le genre de truc que je réfléchis pas quand ma journée commence, mais on a eu ce chouette rendez-vous d'un éditeur qui nous disait « Ah, on va faire ton jeu ». Derrière, j'ai passé 45 minutes à rédiger des mails aux 4 autres éditeurs qui avaient le jeu en cours, qui étaient en cours de réflexion, à qui j'ai dit désolé, mais en fait, on a trouvé quelqu'un et on va le faire avec lui parce qu'on le connaît et on l'aime bien, et du coup, on va pas le faire avec vous. Ça prend du temps. Il y a plein de petites tâches à la con qu'on oublie, et je passe quand même plus de temps à faire de l'administratif ou du boulot de bureau que des moments où je suis genre « Ah, mais j'ai une nouvelle idée, je pourrais faire ça, 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 et je ferais ça, ça, ça », qui est le moment que je préfère très, très clairement. Mais je suis plus souvent en train de bosser sur les jeux en cours que de commencer des nouveaux jeux, malheureusement. C'est vrai. Et du coup, je sais pas, t'as quand même dans tes trucs, est-ce que tu as des projets qui viennent, des trucs dont tu voudrais nous parler? Ouais, je pense que ma prochaine sortie, c'est Oh My Brain, un jeu que j'ai fait qui va sortir chez Lumberjack, que j'ai fait avec Bruno Catala, qui est un jeu de défausse de cartes où on affronte des animaux zombies. Et l'idée, c'est que le petit twist mécanique qu'on aime bien, c'est que tu as 2 zones.
des cartes qui sont dans ta main et des cartes qui sont devant toi sur un porte-carte qui est ton cimetière. Et donc, il faut que tu, stratégiquement, jauges un peu quand est-ce que je récupère telle carte de mon cimetière, comment est-ce que je gère ça. Et donc, ça a cette petite dimension sur une base derrière de jeu de défausse classique avec des valeurs où il faut augmenter toujours et toujours aller plus haut. Et puis, quand tu peux pas, tu te fais un peu niquer. Ça, c'est ma toute prochaine sortie, je crois, en termes de timing. Parce que globalement, 2020-2021, vous en doutez un peu, la date de sortie, ça existe un peu de moins en moins de manière sûre, quoi. Il y a un peu un côté de ça sort quand le bateau il a réussi à livrer l'éditeur, le distributeur, et puis qu'il n'y a pas de confinement pour réussir à le sortir. Il n'est pas bloqué à Suez. Ouais, aussi, ouais, clairement. Et après, j'ai pas mal bossé sur, et toujours d'ailleurs, sur des extensions, des jeux qui ont correctement marché. Donc, on a une extension pour The Loop qui arrive pour septembre, si tout va bien, et une extension pour Détective Charlie qui arrive pareil sur la même période. Je suis moins serein sur l'extension de Détective Charlie qui n'est pas encore en prod que sur celle de The Loop qui est finie. Mais clairement, normalement, j'ai ça qui devrait arriver. Puis après, d'autres jeux de ci, de là où les dates de sortie sont assez mystérieuses pour le coup. Mais au moins 3 ou 4 protos en cours, quoi. Ouais, sur les ça dépend ce que tu as en tête en cours, des protos en démarchage à l'heure actuelle. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. Si je dis pas de bêtises, qui sont des trucs qui sont frais, qui sont chauds et puis qui sont en train d'être montrés aux éditeurs, testés à certains endroits, en envoi de devis chez d'autres et puis on attend un peu. Des protos qui sont pas encore montrables, mais on espère bientôt. Là, je regarde un peu comme ça à l'arrache sur mon étagère, mais j'en ai 1, 2, 3, ouais, 3,5, on va dire, sur lequel on n'est pas loin. Ça fait 10 trucs en même temps avec les extensions et tout ça, ça fait quand même... Ouais, généralement, c'est rare que j'ai pas au moins 15 projets qui cohabitent ensemble. Alors, ça veut pas dire que je bosse dessus tous les jours, parce que j'y arriverai pas. Mais plus des trucs... J'avais fait le calcul avec un pote. Alors, en termes de méthodologie, moi, je fonctionne beaucoup avec... j'ai cette espèce de petit classeur sur lequel je fais une fiche par projet. Et donc, là, typiquement, je vais vous cacher... je peux vous montrer les éditeurs. Je vais vous les cacher pour être un peu correct. Mais en gros, j'ai un proto qui s'appelait Sous-marin, qui s'appelle Les Trésors engloutis maintenant. Puis j'ai une to-do list de trucs que je dois faire dessus. Donc là, les derniers trucs, c'est envoyer à 2 éditeurs, refaire le proto sur lequel j'ai bossé, et faire une vidéo parce que j'ai pas de vidéo de présentation. On l'avait présenté sans vidéo dans un premier temps. Et donc il est tout en haut de ma liste. Ça veut dire que c'est le dernier projet sur lequel je bosse. Si jamais je bosse sur un autre truc, typiquement, je sais pas, il y a un moment, je vais peut-être bosser sur ça, je vais le prendre, je vais le sortir, et puis je vais le mettre en haut de la liste. Ce qui me permet de voir si je vais tout en bas des trucs. Le dernier truc qui existe là, qui s'appelle Moon, je m'en souviens à peine de ce que c'est. C'est un proto sur lequel j'ai pas jeté un coup d'œil. On a dû brainstormer avec co-auteur et puis on n'a pas bossé dessus depuis bien 6-7 mois. En fait, ça n'existe plus vraiment, mais il est toujours dans le classeur, on ne sait jamais ça va remonter. Mais souvent, sur 3 semaines, je vais bosser sur entre 20 et 25 projets, je pense. Il y a de quoi s'occuper, quoi. Quand t'es... Mine de rien, quand tu es à temps plein, il faut aussi que je journée. Et puis c'est sur ça, je suis pas très très bon aussi, mais c'est aussi une course au projet. Et quand c'est ton boulot, si je sors plus de jeux, comme j'ai pas de locomotive encore, j'ai pas encore de locomotive, moi je pourrais pas payer mon loyer, donc je suis un peu obligé de continuer d'avoir des projets et d'avancer sur des choses, d'en avoir plusieurs à la fois, pour me dire tiens, tant que j'ai pas un truc qui marche suffisamment bien, ou là j'ai plutôt plein de petits trucs qui marchent correctement et du coup qui payent mon loyer, il faut quand même que j'avance et que je continue de faire des choses, quoi. Et ça te réfrène pas, genre plutôt de... genre, est-ce que ça met pas justement un peu à mal le côté créatif, justement, d'être un peu à courir comme ça derrière ça? Je sais pas. Mais... Clairement, ça, d'être à temps plein, ça désenchante. C'est sûr et certain que c'est pas exactement le même plaisir que quand c'était je rentre de chez moi, j'ai passé ma bonne journée de boulot, c'était cool, j'ai bien bossé. Puis je vais me poser sur mon ordi et puis je vais bosser 2 heures sur mon proto, ça va me détendre. Maintenant, c'est plutôt j'ai fini de bosser pendant 15 heures, j'exagère énormément, pendant 8 heures sur mes protos. Ok, je vais regarder une série ou je vais jouer à un jeu de société pendant 2 heures pour me détendre. C'est plus une activité que je fais en me disant je suis pas en train de travailler. Après, c'est le travail que j'aime le plus de tous les travails que j'ai pu faire de ma vie et je suis très très content de le faire. Mais c'est devenu un travail, ce qui change un petit peu ton rapport au truc. Avec ce côté aussi de le Dungeon Crawler en Odorama est un mauvais... J'ai pas beaucoup de projets comme ça. Je réfléchis aussi mes projets en me disant il faut qu'ils trouvent un éditeur. Aujourd'hui, je vais avoir du mal à me dire je me lance sur un truc
complètement fou, mais qui me fait marrer. Et je vais plus aller sur, OK, ce jeu, à mon avis, chez tel éditeur, ça peut bien marcher, donc je vais le développer un peu dans ce sens-là. Et donc, je formate pas ma créativité, mais je réfléchis un peu plus. Rentabilité, c'est pas le bon mot non plus, mais efficacité sur le boulot des prototypes. Ce que Ouais, j'avais pas il y a. Tucano, c'est ça. C'est que tu as regardé la gamme, tu as dit tiens, ils ont pas cette mécanique-là, je vais leur faire un jeu avec leurs cartes et la mécanique qu'ils ont pas. Et après, je sais pas, tu as pioché dans ton classeur pour trouver un truc qui pouvait aller dedans. Classeur magique. Ouais, 100%. Ouais. C'est le chapeau magique de PV Rivière. avec une dimension qui est à pas négliger, qui vient aussi de. J'avais rencontré Helvétique sur SN, on avait papoté, je m'étais dit, cool, ils ont l'air chouettes, quoi. C'est l'importance des relations humaines dans ce milieu, elle est vraiment très, très, très forte, quoi, pour le coup. C'est un peu ça qui va amener beaucoup de projets, qui va driver beaucoup de trucs. Donc, bon, là, c'est pas un bon conseil parce que pour l'instant, c'est mort et c'est chiant. Mais quand il y a des festivals, aller juste dans les festivals, rencontrer des éditeurs, papoter, c'est vraiment un bon truc à faire et qui peut déboucher à des bons trucs. Et pareil, ça va avoir l'air très très naïf, mais je vais le dire comme ça quand même. Mais en étant sympa, c'est vachement mieux. Moi, je sais que quand je bossais mon boulot, c'était de récupérer des protos, il y a des auteurs, je les voyais à chaque festival. À chaque festival, ce qu'ils me montraient, c'était vraiment pas terrible. Mais je continuais de les voir parce que, bon, je sais pas, c'était un bon rendez-vous, c'était un peu cool, quoi. Et notamment, il y a un auteur que j'ai en tête que je vais pas citer parce que j'ai dit qu'il montrait des trucs pas terribles il y a une seconde, ça serait un peu méchant. Mais j'ai vu vraiment une progression dans ses prototypes. Et il y a un moment où c'est passé de je vois Bidule parce que c'est un rendez-vous d'une demi-heure qui va être sympa, je l'aime bien, on va bien rigoler, et puis il va me montrer ces trucs qui marchent pas, mais il est sympa, quoi. Je vais voir Bidule, il est sympa, et en plus, peut-être qu'il y a un truc que je vais signer à la fin, quoi. Et donc ça, les éditeurs, ils sont assez peu fermés à rencontrer du monde, encore plus quand c'est un chouette moment, quoi, pour le coup. Est-ce que l'inverse existe aussi, genre des gens qui font des protos de ouf et qui sont exécrables? Ah ouais, 100%, et c'est un vrai frein pour les éditeurs. Moi, je sais qu'il y a... Quand j'étais déjà parti, mais j'ai gardé des bonnes relations avec Yellow. Hein. Bon, là, Yellow est une boîte qui a un gros turnover, donc je connais presque plus personne là-bas maintenant. Mais à une époque, c'était mes anciens collègues, et puis c'est l'éditeur avec qui j'ai le plus bossé. Entre Yellow et Loki, on a beaucoup de jeux ensemble. À un moment, il y a un de mes potes qui m'a appelé parce qu'il était très très gêné, parce qu'il a annulé un jeu et il ne savait pas encore s'il allait l'annuler, parce que l'auteur était tellement exécrable et relou, qu'il disait, en fait, c'est un jeu sur lequel il y a du développement. Moi, ce type qui me casse les couilles la deuxième semaine, j'ai pas envie de bosser avec lui pendant 1 an et demi, en fait. Donc, je crois que je vais annuler le truc. J'aime bien le jeu, j'aurais un peu envie de le faire, mais en fait, ça va être horrible, donc c'est mort, quoi. Je suis pas capable, quoi. Et donc c'est, sur ce côté, alors je vous dis pas soyez gentils et consignants avec tous les fleurs, quoi. Mais le relationnel, il compte vraiment de manière importante dans ce milieu et dans ce qui va se passer avec les éditeurs, pour le coup. Mmh. À la fin, si tu as le choix entre 2 protos et qu'il y en a un où l'auteur est cool, tu vas signer celui où l'auteur il est cool, quoi. Ouais. Surtout si tu en reçois une chier et que tu dois faire le tri après. Oui. Clairement. C'est un truc que tu as dit hier, que en 2 ans, il n'y avait quasiment aucun proto qui avait été signé simplement en la réception d'un mail, parce que c'est trop impersonnel, et par contre, de rencontrer des gens en vrai, si le mec a envoyé un mail, ça va faire ah ouais, j'avais déjà vu ça, mais juste le mail, voilà, je sais plus qui c'était, il disait qu'ils en recevaient 1000 par an, des mails, et du coup tu fais au bout d'un moment, voilà, il faut autre chose de différenciant pour que ça marche, quoi. Ouais, clairement. Et puis les mails, quand je bossais pour l'éditeur, vraiment, tu reçois des trucs qui sont des purges infâmes, quoi. C'est-à-dire que des jeux qui fonctionnent et qui sont OK, c'est quand même la majorité, hein, la majorité des jeux. Moi, on va pas le faire, mais OK, c'était pas nul, quoi. Juste, ça sort pas du lot, mais c'était OK. Ça, c'est la majorité de ce que tu reçois. C'est très rare que tu reçoives, sans connaître les gens, effectivement, des trucs où tu te dis, bon, c'est super, je vais le signer. Même si là, dans la discussion de Mathieu Despnous, j'ai vu que typiquement Casper Lapp, l'auteur de Magic Maze, il a démarché Sidon par mail en mode bonjour, on se connaît pas, mais j'ai fait le jeu. Donc ça arrive, mais c'est vraiment pas la norme. Et des trucs où c'est des gens qui te disent j'ai inventé un trivia quiz sur l'athlétisme 2h30 qui mélange le placement d'ouvriers et le draft. C'est pour 1 à 2 joueurs et il y a 50 figurines. Je le trais un peu volontairement, hein, mais ça arrive vraiment régulièrement, quoi, des trucs. Pardon, mais en fait, c'est
impossible que ça trouve le chemin d'une maison d'édition. Je dirais vraiment pas. Je vais même pas regarder ton pitch ou ta règle parce que ça m'intéresse vraiment pas, c'est sûr et certain. Et donc, tous ces trucs-là, ça parasite un peu ta charge mentale de regarder les mails des auteurs et des autrices qui t'ont envoyé. Et je pense que des fois, les éditeurs, ils passent à côté d'un truc qui, s'ils faisaient une partie, si ça se trouve, ils trouvaient sympa et pourraient aller au bout. Parce qu'en fait, c'est le 13e mail qu'ils regardent dans la journée et que les 12 autres, c'était de la merde. Donc, ils sont pas forcément dans le meilleur état, quoi. Alors que, en festival, effectivement, le mail de hey, je suis à. Et c'est plus facile sur les petits festivals que sur les gros festivals quand les éditeurs sont là. Mais je suis à Ludinor, vas-y, on prend rendez-vous. Typiquement, moi, je faisais tout le temps Ludinor, dans lequel j'avais, sur les 2 jours, peut-être 5 ou 6 rendez-vous auteurs. Donc, c'était vraiment pépouze. Le reste du temps, je me baladais, je jouais à des jeux et j'allais sur les protozones. En fait, ces rendez-vous, je les prenais vraiment bien. Ça se passait vraiment avec plaisir. N'importe qui me proposait un truc, j'allais regarder. J'allais pas forcément signer des jeux et j'étais pas forcément dans le mood de je vais trouver ma petite pépite ici. Mais c'était un vrai plaisir de rencontrer du monde dans ce contexte-là parce que j'étais détente et que j'avais l'espace mental pour regarder les prototypes, quoi. Ok. Et du coup, j'avais une... Pardon. Vas-y. Moi, j'avais une question dans pragmatique, du coup, par rapport à ces histoires de protos envoyés, etc. Mais du coup, c'est quoi à peu près la proportion de genre de protos que tu envoies et de trucs qui vont vraiment au bout, donc qui sont acceptés par l'éditeur, tout ça J'ai assez peu de protos qui sont vraiment jamais allés au bout. C'est-à-dire que des trucs que j'ai créés et où je suis allé jusqu'à la démarche de contacter des éditeurs et au final, je me suis dit, bon, tant pis, personne ne va le faire. Globalement, je pense que ça doit être. Je regarde Pardon, quand je regarde là-bas, j'ai mon étagère de proto. J'essaye de regarder et globalement, c'est assez négligeable. Je pense que c'est de l'ordre de peut-être 10 ou 15% des protos que j'ai créés et que j'ai jugés présentables aux éditeurs. Par contre, des protos que j'ai créés et que j'ai jetés à la poubelle ou qui ne sont pas allés au bout, là, c'est plus de l'ordre de, je pense, 60-70% quoi, de trucs où j'ai fait 3 tours et c'était nul à chier, ou alors j'ai commencé à faire un fichier et puis ça me plaisait plus, ou alors on a fait 2 parties, j'ai essayé de régler les trucs et en fait ça marche pas. Ça m'arrive quand même de moins en moins, mais toujours régulièrement, et ça fait partie du truc. Par contre, là où pareil, je pense que j'ai aussi progressé en termes de jugement de valeur. Quand je me dis, ok, ce proto il est cool, je pense que je peux démarcher les éditeurs, généralement j'arrive à trouver une maison d'édition qui va accepter de le faire. J'ai quelques contre-exemples, il y a des trucs où ça ne l'a pas fait quand même, mais souvent, quand je pars sur cette étape-là, ça a tendance à plutôt le faire que pas le faire. Okay. Mais il n'y a que rares élus qui passent cette étape-là. Écoutez, je vois qu'il est 19h42, ça fait 1h40 qu'on discute. Moi, ça m'embête pas, c'est juste qu'on avait prévu 1h30 à la base, mais je sais pas s'il y en a qui veulent continuer, ou est-ce qu'on essaie de clore un peu cette discussion, ou est-ce qu'il y en a encore qui ont des questions parmi ceux. Je vois qu'il y en a qui écoutent, c'est cool, mais peut-être vous avez des questions, je sais pas. Non. Moi, je peux monter jusqu'à 8h si vous voulez, après j'irai faire à manger. Je crois que j'avais noté des questions un peu provoques. Ah, c'est le moment, c'est la fin. Je m'installe, je suis prêt. Je pose ce meeple de crocodile. Pose ce crocodile. Tes premiers trop. Ah oui, du coup, le premier jeu ou le premier proto que tu as présenté à un éditeur, tu étais encore employé chez un éditeur, je suppose, parce que tu n'avais pas quitté ton boulot sans avoir sorti un jeu, et tu l'as proposé à ton employeur ou à un autre? Alors, le tout premier Shinobi, je bossais pas encore pour Yellow, donc je l'ai montré c'était juste avant que je sois engagé. Et je pense que le fait que j'avais un cours, enfin même un jeu en cours d'édition, m'a aidé à être engagé chez Yellow à ce moment-là, parce que j'avais une petite expérience. Après, quand j'ai bossé chez Yellow, comme quand j'ai bossé pour l'éditeur avait un first pick. C'est-à-dire que quand je faisais un truc, l'éditeur le voyait en premier. Et s'il le faisait pas, je pouvais le faire chez n'importe qui. J'avais pas de fermeture sur ça. Il y a quelques éditeurs qui imposent, et j'ai peur que ça devienne la norme de plus en plus, une exclusivité. Et en fait, tu nous montres ton jeu, et puis si je veux pas le faire, tant pis pour toi, tu le fais nulle part, quoi. Ça, moi, je voulais vraiment pas que ça soit le cas. Après, j'ai signé qu'un seul jeu Non, j'ai signé 2 jeux chez Yellow, à savoir Sticky Chameleon et Sea of Clouds. Sticky, c'était un peu particulier parce que c'était une sorte de jeu de commande, donc ça s'est déroulé assez proprement. Sea of Clouds, ça a été un développement un peu compliqué. D'abord à Yellow, pas aimé, puis ça m'a vexé, puis j'étais tout chafouin et tout boudeur. J'ai mis longtemps après, quand ça ressemblait à un truc mieux, à leur représenter. Et je l'ai présenté anonymement à l'équipe commerciale.
de Yellow. C'est-à-dire que j'ai joué avec les commerciaux en leur disant « Oh, on a reçu ce proto, on l'aime bien à l'édition, on va avoir votre avis dessus. » Puis j'ai joué avec eux, comme ça, ils m'ont donné un avis qui était pas biaisé, qui était plutôt cool, on l'aime bien, on va le faire. Et puis, une fois qu'on s'est dit qu'on allait le faire, je leur ai dit « Surprise, c'était moi !» Et après, quand j'ai bossé pour Repo, pour le coup, c'est le moment où j'ai peut-être fait le plus de proto, mais Repo, c'était pas l'éditeur qui signait le plus de jeux et c'était pas évident, donc j'ai rien fait qui les a satisfaits et que j'ai signé chez eux. Est-ce qu'il y a des éditeurs qui sont venus te voir en te disant bonjour Théo, on veut un jeu de toi? Pas aussi directement, mais il y a des éditeurs qui te font un peu de l'appel du pied et ça m'est arrivé plusieurs fois de si t'as un truc, n'hésite pas quoi, tu penses à nous montrer quoi. Ouais. Mais plus par amitié de on se connaît, on s'aime bien et ça serait cool de bosser ensemble que cool, on a envie, un chat, on a envie de signer un jeu de toi quoi. Plus ça serait cool si on faisait un truc ensemble. Ok. Après, comme j'ai une aura un peu moyenne, je pense, je fais pas trop peur aux jeunes maisons d'édition. Donc souvent, quand les gens ils se disent « Ah, il faudrait qu'on contacte un premier auteur qu'on connaît pas », j'ai eu ça plusieurs fois ces derniers temps, parce que je pense qu'ils se disent « Ouais, Antoine Boza ou Bruno Catala, c'est mort, en fait, les gars, ils sont au sommet de la pyramide de la chaîne alimentaire, en fait, si je les contacte, ils vont me renvoyer chier. Ah, des gens que je connais pas, je les connais pas, donc je vais pas les contacter. Oh, Théo Rivière, on parle un peu de lui, il a l'air sympa, ok, c'est parti. » J'espère que c'est ce qu'ils se disent. Et donc, je suis régulièrement démarché comme ça avec un petit appel du pied aussi par des nouvelles maisons d'édition qui sont genre on cherche des jeux, on sait pas trop comment ça marche, vas-y on en discute. Là, c'est la position confort un petit peu quoi. T'es pas trop haut, t'es pas trop bas, t'es un peu. C'est pas désagréable ouais, pour le coup. Ouais. C'est dur parce que ça te met une mini pression quoi. Je préfère quand je fais de la proposition spontanée, il y a un côté de voilà j'ai fait ça. Là, quand l'éditeur me dit tu pourrais nous montrer un truc, il y a un côté de mais vous allez être déçu en fait, c'est pas ouf là ce que j'ai. Attendez, j'ai ça, j'aime bien, mais si vous aimez pas, c'est pas grave. Hein. Et des fois, c'est un peu dur ça à gérer. Après, s'ils voulaient démarcher les super protos numériques, ils peuvent. Hein. Là, il y a du monde qui dit fait plein de trucs. Donc, si tu veux renvoyer la balle, renvoie la balle la prochaine fois. Ouais, yes. Je pense qu'effectivement il y a des protos qui pourraient être présentables ou qui ont même peut-être été présentés, mais c'est vrai que du coup c'est de passer le pas, de se dire là c'est bon, il est bon, on peut le présenter, et c'est là où tu as l'avantage d'avoir ce point de bascule, de se dire tout seul j'arriverai pas à faire mieux et je vais avoir besoin d'un avis extérieur d'un pro, et il y en a certains je pense qu'ils mériteraient de passer l'étape d'après, et c'est compliqué de le faire quoi. C'est dur, c'est vrai qu'on va passer il y a des beaux protos qui passent après. Après, je sais pas, on sait pas lesquels sont présentés et à qui, tu vois, mais. Ouais, ça se dit pas trop. Ouais. Mais bon. Après, vous êtes, ce que vous aviez l'air de dire aussi, c'est que vous êtes pas mal sur des jeux plutôt gamer, experts, compliqués, faute de bons mots. Non, pas du tout. Il y a un peu de tout. Il y a peu d'enfants par contre, parce que ça s'y prête moins. Ouais. Mais du familial, il y en a beaucoup. Il y a du expert, il y a du famille plus, il y a un petit peu de tout. Effectivement, du jeu de réflexe, un peu moins. Ouais. Il y a un truc avec tu mets des pions, il faut être le premier à bougeant ta souris. Ouais, tu peux mettre des pichenettes dans les trucs et tout va le draguer. Faire une Jenga aussi. Ouais, mais pour les jeux d'adresse, c'est pas fou, quoi. C'est pas. Non, mais il y a un beau petit programme de proto, mais ouais, il y a des. Non, il y a un peu de tout, j'exagère. Il y a des trucs. Mais ouais, des trucs pour enfants, pas trop. Ça va peut-être venir, hein, je sais pas. Moi j'en ai au moins 2, mais c'est 2 qui sont avancés, mais qui révolutionnent pas le monde, quoi. C'est des jeux qui sont assez classiques, quoi. Mais après, c'est toujours compliqué en tant qu'adulte de juger les jeux pour enfants. Donc tu dis mais il est pas équilibré ça, et je crois que tu en avais parlé en disant non mais les enfants ils s'en foutent que ce soit vraiment équilibré sur Excel, quoi. Et donc c'est pour ça des fois tu te dis. Et après sur la révolution, moi c'est un truc que j'ai eu mal et sur lequel j'ai pris un peu sur moi, et des fois ça me casse quand même les couilles, mais je me sens un peu mieux, c'est tous les jeux que je vais faire, ça sera pas Seven Wonders, quoi. C'est assez certain. J'aimerais bien réussir un jour à faire un jeu qui soit Seven Wonders, d'ailleurs. Mais globalement, la plupart des jeux que j'ai fait, c'est pas des révolutions ludiques qui vont marquer le monde du game design pierre pour toujours. Mais en fait, la plupart des jeux auxquels je joue et que j'aime bien, c'est aussi des jeux qui sont un peu comme ça. Là, je vois juste derrière moi dans le reflet, il y a Unmatched de Rob Davio. En fait, j'ai joué à Unmatched, j'ai trouvé ça très bien. Je m'éclate, j'ai envie d'y rejouer. Est-ce que c'est révolutionnaire ? Absolument pas, quoi. Il n'y a rien de très spécial dans le jeu qui fait que je me dis ça m'a troué le cul, c'est vraiment, vraiment
une révolution. Et pourtant, j'adore ce jeu et je Mais pense ouais, qu'il méritait d'exister. Il y a un Donc truc, des fois, il y a un truc qui fait que tu vas avoir un truc qui fait que là c'est des personnages connus. Si ça avait été Ouais. si ça avait été des figurines lambda, le jeu il disparaît et je pense qu'il est peut-être même pas édité quoi. Ouais. Il faut qu'il y ait un truc au moins. Il faut qu'il y ait un truc. Mais parfois, ça vaut le coup de se déstresser aussi un peu. Oui. Ouais. Mon jeu, tu vois, moi, typiquement, dans mes dernières sorties, j'ai sorti Tucano chez Helvetic, là. Tucano, j'adore ce jeu, je suis très content, je suis assez fier. C'est un jeu de collection de cartes avec un petit modèle de récupération un peu malin, mais clairement, je pense que personne va jouer à Tucano, il va se dire wow, la claque, mon gars, c'est la révolution ludique du siècle, quoi. Ou alors, c'est des gens qui ont joué que au Monopoly jusqu'à présent pour toute leur vie. C'est ça. Et pourtant, le jeu, il amène un truc sympa sur le marché, il est assez chouette, il est un peu frais. Je sais pas ce que ça a donné au niveau vente, hein, mais ça démarre correctement. Et en fait, il méritait pas moins d'exister parce que c'était pas révolutionnaire, quoi. Et des fois, ça vaut le coup de. Mais c'est dur, hein. Moi-même, régulièrement, je suis genre, ouais, pourquoi je fais ce jeu, en fait? Il est pas ouf. Est-ce que ça va amener un truc? Bon, je sais pas. Bon, je vais arrêter. Mais il faut des fois un peu sortir cette impression. Les révolutions uniques, il y en a trop peu par rapport au nombre de sorties, et la plupart des jeux valent quand même le coup d'être joués et d'exister, quoi. Et est-ce que tu rejoues à tes jeux où t'en peux plus, quoi, d'avoir passé 2 ans à bosser dessus Ça dépend vraiment. Il y a des jeux auxquels, vraiment, quand je les ai reçus, j'étais genre, j'ai vraiment plus envie, quoi. Après, normalement, il y a les festivals. Et donc, les festivals, tu as vraiment ce plaisir de jouer avec des gens. Et ça, moi, j'adore ce moment où tu es posé, tu vois des gens qui jouent à ton jeu, tu joues avec eux, tu échanges. Ça, c'est dans mes moments vraiment préférés de très très loin. Donc, à ce moment-là, je vais rejouer un peu. Et après, il y a le développement des extensions. Typiquement, j'ai beaucoup, beaucoup joué à The Loop et j'ai beaucoup rejoué à The Loop. Parce que quand on a commencé à bosser sur le perso en print and play, puis sur l'extension, puis sur la suite, ça demande de jouer et d'avoir le jeu bien dans les pattes. Après, il y a des jeux, peut-être parce que c'est mon jeu le plus complexe, mais The Loop, je m'en suis pas trop lassé. Je suis assez content d'y retourner, j'ai toujours du plaisir, j'y reviens vraiment. Il y a des trucs auxquels j'aurais du mal à rejouer avant un petit bout de temps, quoi. Après, je suis pas non plus peut-être parce que je fais des jeux pas ultra complexes non plus, mais c'est rare que je teste mes jeux un nombre incalculable de fois, quoi. Et c'est un truc que je débunk, sur lequel moi je suis pas d'accord régulièrement, sur des fois un peu ce mythe de ah, mais ton proto, il faut avoir fait 1000 parties pour que tu puisses le présenter aux éditeurs. Moi, il y a des protos, j'ai fait 5 parties avant de le montrer aux éditeurs, et ils étaient prêts et je pouvais le montrer, quoi. Et il y a des protos, The Loop, j'ai dû en faire 200 parties. Il a fallu qu'on en fasse bien une centaine avant que ça soit montrable. Et il y a des jeux, des fois j'en ai fait 50 et c'était suffisant, des fois j'en ai fait 20 et c'était suffisant. C'est pas. Des fois, un jeu, tu le sens en fait, quoi. Et donc, il y a vraiment un truc de. Parfois, c'est un retour qu'on fait parfois sur les concours de proto ou quand j'ai l'occasion de discuter avec des jeunes auteurs-autrices. Jeunes dans le sens nouveau, hein, pas forcément jeunes. En fait, c'est pas parce que tu fais 200 de parties de plus sur ton jeu qu'il va devenir bien. Et donc, parfois, ça vaut le coup de le lâcher et tant pis, quoi. Et des fois, les gens, ils arrivent, ils ont des statistiques, ils ont des fiches qui ont été remplies en festival par des gens, et ils disent ah, mon jeu, il a été testé par 500 personnes différentes et tout le monde a dit que c'était bien. Ouais, mais en fait, à la fin, c'est l'expérience de jeu qui prime, quoi. Et donc, parfois, ce côté de mon jeu, il a des défauts et pour les corriger, je vais jouer un peu. Je pense pas que ça soit toujours la bonne piste. Ça vaut le coup parfois plutôt de se dire mon jeu, il a des défauts, il faudrait que je le corrige. Je le mets de côté, et là je parle pas de le mettre sur la pile qu'on jette, mais en fait on dit pas qu'on l'a acheté pour son ego. on le met de côté pour de vrai, et puis tu bosses sur autre chose et tu y reviens. Moi ça a été le cas avec Sea of Clouds, hein. À un moment j'étais très très découragé sur ce jeu, j'y arrivais pas, c'était nul, il y avait plein de trucs qui marchaient pas, je trouvais pas de solution. J'ai fait 2-3 autres protos entre temps qui étaient pas terribles, hein, qui sont pas allés au bout, mais en fait ça m'a un peu, c'est comme la tranche de gingembre quand tu manges des sushis, ça m'a nettoyé le palais. Et puis quand je suis retourné sur Sea of Clouds avec 3 mois de pause, j'ai un peu fait ah mais en fait ça c'est nul, mais je l'enlève, et puis ça en fait si je fais ça à la place c'est bien. Et puis vraiment je pense que en une semaine j'ai plus avancé qu'en 4 mois précédents, quoi. Donc ça vaut le coup parfois de laisser un peu reposer et puis de se dire en fait je vais pas continuer de jouer jusqu'à temps que je m'en dégoûte, mais plutôt je vais l'abandonner ou le laisser de côté pour revenir plus tard, quoi. Ouais, ça donne un nouveau regard aussi, le fait d'avoir fait d'autres trucs. Ouais. Mais des fois c'est dur, hein, parce que tu as envie que ton jeu il soit bien et que fini et que tout soit génial tout le temps, mais des fois tous les protos peuvent pas aller au bout, je pense, pour le coup. Ouais. Faire le tri, hein, il n'y a pas que des bonnes choses, hein, qui sortent. Mais c'est dur de se dire, genre j'ai fait un truc et
en fait, c'est naze, quoi. Genre, enfin, je sais pas, c'est dur de mettre son proto à la poubelle, quand même. Ouais, c'est pas évident, mais on en parlait. C'est marrant parce qu'on en parlait. Je crois que j'en parlais jeudi ou mardi en live, mais très à la fois Beckett et quelqu'un mettait une citation de Syntax, je crois, ou je sais plus qui, mais on s'en fout un peu. Mais vraiment de ce côté de, en fait, soit je réussis, soit j'apprends, je crois que c'est C'est ça. ça. Moi, j'ai plus la citation de Beckett que j'aime bien, qui est, je vais pas vous la traduire en français, je vais le dire avec mon accent anglais dégueulasse, mais ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better. Et vraiment, cette notion de mieux rater, en fait, elle est vraiment, vraiment très, très importante, je pense, dans la créativité. Et de se dire, en fait, là, j'ai fait un proto, j'ai passé peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. En fait, là, je le regarde, il est pas bien. Et en fait, j'ai pas perdu mon temps, quoi. C'est pas je le jette à la poubelle et en fait, j'ai tout gâché et tout ce temps-là, je l'ai fait pour rien. C'est plus, j'ai appris plein de trucs et ça a l'air super cheesy, mais j'y crois vraiment. J'ai appris plein de trucs, j'ai progressé pour plein de trucs et mon prochain proto, il sera meilleur. Peut-être pas meilleur jusqu'au bout, peut-être qu'à la fin, je vais le jeter à la poubelle, mais celui d'après, il sera encore meilleur. Et vraiment, moi, j'ai fait et quand j'en parle avec d'autres co-auteurs, on a fait des tétrachis de protos nuls pour faire des protos bien, quoi. Ou moyens, des fois, mais et ça continue, hein. Globalement, toutes les idées sont pas des idées qui seront des bonnes idées une fois développées, quoi, pour le coup. Ou on trouvera pas le bon chemin pour bien la développer, quoi. Mais ça vaut le coup de se relancer sur d'autres choses, quoi. Et t'arrives à avoir le regard critique tout seul de te dire ça c'est bien. Alors, des fois tu demandes un petit coup de main, tu t'envoies un truc à un pote et tu te dis genre qu'est-ce que t'en penses, et puis il te dit non c'est pourri, et puis là j'en suis jette. Normalement, je suis même plutôt, je crois que je suis plus trop dur que trop sympa avec moi-même. J'ai tendance à acheter des trucs des fois un peu facilement, alors que peut-être que si je me sortais un peu les doigts, ou je suis aussi un peu feignant des fois, mais si je me sortais un peu les doigts, ou si je me mettais un peu plus dedans, ou si j'enlevais un truc émotif, peut-être que j'arriverais à m'en sortir, mais souvent je me dis c'est nul, en fait je le jette. Après, moi j'ai vraiment un groupe, alors là, salut 2020 encore une fois. Alors, j'ai un groupe de testeurs-testeuses qui viennent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines chez moi. Le bail, c'est je leur fais à manger et en contrepartie, ils testent mes jeux et on rigole. Trop bon bail. C'est trop cool. On joue à mes jeux et jamais mes testeurs, je les connais, c'est plutôt des amis. C'est pas forcément des gens dont je suis ultra proche, il y a des gens que je connais assez bien sans les connaître de ouf, mais suffisamment pour qu'ils puissent me dire s'ils ont pas trop aimé. Et puis en fait, tu le vois, quoi. Pour le coup, c'est rare que quelqu'un m'ait fait un retour en disant ouais, c'était vraiment nul, donc jette-le à la poubelle. Mais des fois, tu regardes des gens et puis tu te dis en fait, ils s'amusent pas. Je le vois, il se passe un truc, ça marche pas, quoi. Et à la fin, tu peux un peu leur demander ouais, là, c'était un peu long, non, à la fin? Ouais, c'était j'observe vachement mes testeurs et j'essaye d'avoir un regard le plus critique possible. Mais ça m'empêche pas que quand j'ai passé, je sais pas, même une journée sur un proto, que j'ai trouvé des petites images parce que j'étais content et je me suis dit que ça allait bien et que je me suis fait chier à faire un beau proto un peu trop tôt dans le process, quand c'est nul, ça m'arrache la gueule, quoi. C'est sûr et certain que ça fait du mal, quoi. C'est jamais une belle sensation, c'est sûr. Mais je crois qu'elle fait partie du process et qu'il faut l'accepter pour réussir à avancer et puis faire des meilleures choses. Oh là là, c'était profond quand même. mais je l'ai vraiment vécu plusieurs fois sur les concours de proto. Des fois, tu vois quelqu'un, il a un proto. Tu dis, ah ouais, c'est pas mal, mais il y a ça qui marche, ça qui marche pas. Puis tu le renvoies l'année d'après, il a le même proto, et tu fais, ah, t'as changé quoi? Ah ça maintenant, ça vaut 5 points de victoire, et puis on a des cartes événements au début de tour. Pas assez bien, en fait, quoi. Et puis même si toi, il a fallu que tu fasses 15 itérations pour mettre tes cartes événements et tes trucs, en fait, je crois que la meilleure solution, c'est mets-le de côté et fais-en un autre, quoi. Et des fois, c'est dur, mais tu le sens en plus des fois chez des auteurs, le côté de franchement, ce truc-là, il est pas bien, mais il y avait des bonnes idées. Fais encore 15 jeux comme ça, et ton 16e, je suis sûr que ça sera trop bien, quoi. Vas-y, fais-le, quoi. Et tu peux pas dire ça aux gens parce que c'est trop méchant, mais des fois j'aurais presque un peu envie, quoi. Et à l'inverse, j'ai vu vraiment des auteurs commencer et réussir à s'épanouir et à s'installer un peu dans le milieu. C'était souvent des auteurs qui avaient plein de protos à la fois, qui avaient des trucs que tu voyais, tu sentais qu'ils avaient fait plein de trucs avant d'arriver à un truc bien, quoi. Donc c'est vraiment mon conseil premier, c'est faites plein de jeux nuls, quoi. Faites plein de jeux nuls pour en avoir un bien à la fin, quoi. Ouais, et ça sera pas du temps perdu, encore une fois. Non, ouais, c'est intéressant. Cool. On va mettre un petit onglet jeux nuls dans notre serveur, juste pour rassurer les gens. C'est un onglet jeu bien, et puis on verra s'il se remplit un jour. En fait, comme toute...
la comparaison, elle n'est pas parfaite parce que ça ne demande pas de compétences techniques premières de faire des jeux dans l'absolu. Même si vous avez des compétences techniques de prototypage sur numérique, mais c'est un peu différent. Et encore. Mais au départ, en fait, n'importe qui peut prendre 3 papiers, dessiner des bonhommes dessus et ça peut faire un jeu, en fait. C'est tout à fait possible de le faire. Mais dans l'absolu, personne ne se dirait « Ok, bah en fait, je ne sais pas dessiner, mais je vais dessiner ma première bande dessinée. » Bon, sauf les Wistrandem, mais on va l'ignorer. Mais je vais dessiner ma première bande dessinée, et puis « Ah bah c'est parfait, elle n'est pas terrible, mais je vais continuer de la dessiner quand même. » Et puis « Ah bah je vais acheter le premier chapitre, mais je vais garder le deuxième chapitre. » Et puis « Ah, je vais démarcher Dargo et Glénat avec. Regardez, je ne sais pas dessiner, mais j'ai quand même fait une BD. » Non, généralement, il faut faire des trucs pour apprendre. Bah, même si c'est pas exactement pareil, le game design, il y a un peu ça aussi. Il faut pratiquer pour apprendre, en fait. Ok. Moi, je trouve que c'est une bonne conclusion pour cette petite discussion. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah ouais. Ouais. Voilà, super. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Théo, d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Le plaisir était pour nous. Bah, voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Et puis, Ouais, grave. Puis moi, c'est un vrai truc que je répète aussi souvent et me tient à cœur. Mais moi, je suis arrivé en tant que bébé auteur. J'ai été très bien accueilli par des mecs comme Antoine Boza, Bruno Catala, qui m'ont vraiment ouvert les bras et qui ont été très chouettes. Et quand on parle avec eux, ils ont eux-mêmes été très bien accueillis. Qui lui-même avait bien été accueilli par des mecs genre Charlemagne ou les dinosaures, parce que ça commence à remonter. Mais globalement, il y a une espèce de chaîne, je trouve, de sympathie et d'entraide entre les auteurs et les autrices. Et ça me paraît vraiment normal de continuer à le propager. Donc, si à un moment, vous avez des questions alors précises, je suis jamais très bon pour, si vous m'envoyez vos règles de votre jeu en disant « Hey, t'as des retours à faire ?» Globalement, je vais souvent vous dire « Bah, ouais, c'est un jeu, super. Ça a l'air bien, je pense que j'ai pas joué. » Mais si typiquement à un moment vous allez signer un contrat et est-ce que cette clause elle est légite, est-ce que ça se passe bien? Si jamais vous avez une question de est-ce que cet éditeur, toi avec, est-ce que je peux lui envoyer mon proto, il est sympa, tout ça. Vraiment sur Discord, sur Twitter, sur Twitch, n'importe où, vous me poquez avec grand plaisir. Trop bien, bah cool, super, bah merci beaucoup. Et à l'occasion, je vous parlerai, mais Hervé, d'opération de soutien des jeunes auteurs et de débrief de proto en live. Ouais, mais je vais pas leur dire parce qu'ils vont envoyer tout après. Tu vas recevoir 1000 trucs. C'est encore en cours de création, mais l'idée c'est d'amener un peu de sympathie, un peu d'entraide sur les auteurs d'une manière générale. Donc à l'occasion, j'hésiterai pas à vous mettre un petit mot sur ça pour vous dire quand ça existe pour de vrai. Quand j'aurai un logo et un jingle. Et à ce moment-là, on en papote. Mais j'ai 4 mails pour l'instant, ça va. Dont 3 reçus en live. Ça va. Tip top. Parfait. Bon bah sur ce, allez, on va se quitter là-dessus du coup. Bah super, bah merci beaucoup. Merci à ceux qui étaient là aussi et qui nous ont écoutés, qui ont participé, qui ont mis des questions. Merci à toi Théo. Et puis voilà, bah à une prochaine alors à l'occasion. Avec grand plaisir, à bientôt. Super. Ciao. Merci, monsieur. Bonne soirée. Ciao tout le monde. À la prochaine. Ciao.